petites connaissances et cette énergie peuvent-elles venir? Elles viennent du Haruki Café, le full manga podcast où l'on parle manga, manhwa, global manga, en marge de l'actualité, ou presque. Nous sommes en 2019 et je suis Ocho-san en live du Kensington Café à Nancy. Et pour ce beau mois d'avril, sous le soleil, 22 degrés. Personne n'est venu. Kino doit être en train de faire bronzette, hein. Inès aussi. Heureusement, mon indéfectible ami Atuman est avec moi. Comment vas-tu ? Eh bien, comme il y a du soleil, je me planque. Donc forcément, je vis dans ma grotte d'habitude. Donc là, sur le coup, je suis là. T'es un japonais jusqu'au bout, c'est-à-dire toi tu fuis le soleil, tu mets des bobs, tu veux pas bronzer. Ah, complètement. Alors là, je dis ça, mais j'ai bronzé, j'ai même pris des coups de soleil ce week-end parce que j'ai monté un énorme enclos à chats géant qui s'appelle Omelette. Pour ceux qui veulent chercher, vous avez des chats. Ça s'écrit O-M-E-L-T. Donc Omelette, O-M-E-L-E-T. Voilà. C'est un enclos à chats. Regardez, c'est génial. Je suis en train de montrer ça. C'est comme une volière. C'est extraordinaire. D'accord, donc il est en train de monter un éco-bar en fait. Hein. Voilà, un bar pour à les chat, chats. c'est bien. C'est cool. Au programme de cet épisode 24 d'Harukiya, nous allons commencer par Errance de Inyo Asano, seinen one shot chez Kana Made In. Et oui, Inès, dommage, t'es pas là. Nous enchaînerons sur le bateau de Thésée de Toshiya Higashimoto, seinen en un tome en cours chez Vega. Oui, on remet du Vega. On vous dira si c'est mieux que ce qu'on a chroniqué les premières fois. Le deuxième vient de sortir. Et je l'ai lu. Ah bah, Et... t'en spoil pas. Voilà. Puis ce sera au tour de Un pont entre les étoiles de Kyokyopen, seinen un tome en cours chez Akata. Puis Hell's Paradise de Yuji Kake, un tome en cours chez Kaze. Et nous terminerons avec Cigarette et bonbons, hein, même si aucun de nous deux ne fume, de Tomonori Inoue, seinen en un tome en cours chez Casterman. Beaucoup de premiers tomes en fait. Mais tout d'abord, c'est l'instant pilule où l'on parle de nos lectures en cours, ces mangas bons pour la santé, mauvais pour l'éducation. Bon bah, Kilo ne fera pas le générique de Motus Motus. Ah, c'est bien ça, je vois qu'ils Kino. me connaissent. Voilà. T'es dans mon Super. cœur, mec. Eh bien écoute, je commence ? Allez, je commence. On est Vas-y. deux. Comme ça, on dira pas que je t'assaille et que je... C'est Comme un professeur ouais, qui... Je pourrais pas jouer le prof aujourd'hui. Prof particulier, tu es mon prof particulier aujourd'hui. Particulier, tu m'étonnes. Donc bah écoute, je vais pas parler d'une nouveauté. Je vais parler d'un truc que j'ai chopé quand je suis venu chez toi d'ailleurs, Nico. C'était les 48 heures, ça, les 48 heures de la BD, on dit ? Oui, 48 d'ailleurs, heures de la BD. je voulais en parler un petit peu, donc tu fais très bien, donc je vais en parler un petit peu. Donc voilà, j'arrive. Qu'est-ce que je vois ? J'étais même pas du tout au courant d'ailleurs. J'arrive avec mes gamins pour acheter des bouquins, un petit peu pour papa aussi. Et je vois quoi ? 48 heures de la BD. Et je vois March Comes In Like a Lion de Chika Omino, celle qui a fait Honey and Clover, qui était sorti aussi chez Kana. Et ça faisait quelques temps qu'on en parlait un petit peu. T'avais vu le tome 1, t'avais Oui. pas trouvé ça ouf autant que je me souvienne. Et du coup, bah, je m'étais pas lancé dedans. Et puis là, j'ai dit, bon, bah, à 2 €, allons-y, très cher. Et je l'ai pris, et je l'ai lu, et je trouvais ça pas si mal. Oui, c'est pas mal, mais Voilà. la Alors c'est version quoi ? animée est bien meilleure. Mais on en parle plus Tu me tard. spoil la fin, exactement. Donc, March Comes In Like a Lion de Chika Omino nous raconte quoi ? Ça nous raconte l'histoire de Rei Kiriyama. C'est un petit lycéen, un jeune lycéen, qui est devenu joueur pro de shogi. Ce jeu, entre guillemets, d'échecs, sans vos échecs, hein, voilà, japonais, on va dire. Il est devenu joueur pro de shogi au collège, le gamin. Et c'est même le 5e joueur de shogi le plus jeune à être rentré dans ce tableau des meilleurs joueurs de shogi, et des plus jeunes surtout. Mais il est aussi orphelin. D'accord ? Parce que c'est pas seulement, bien évidemment, un shonen de sport, on va dire ça comme ça, ou On est plus proche, c'est un triple manga. Voilà. Donc il est aussi orphelin, il a perdu ses parents et sa sœur dans un accident de voiture, et il est adopté par un père qui a déjà 2 enfants, avec une fille dont je vais en parler plus tard, qui est pas trop sympathique, là, donc ce qui va devenir sa sœur adoptive. Mais lui, étant donné que le gamin déjà, Rei, est déjà un joueur de shogi, il va perpétuer ça, il va lui offrir, par exemple au moment de Noël, à la place d'offrir une Game Boy comme il va offrir à son fils de sang, eh bien à lui, son fils adoptif, il va lui offrir un jeu de shogi. Ce qui fait que dès sa tendre enfance, il va être entraîné et jouer, enfin il va faire que jouer au shogi et être entraîné par son père aussi adoptif, qui lui aussi est un joueur comme son vrai père de shogi. Donc il va devenir très très bon, et comme on l'a dit, dès le collège, il va devenir joueur professionnel. Ce qui fait que quand tu deviens joueur professionnel au Japon, t'es pas obligé, ce qui est expliqué en tout cas dans ce manga, d'aller à l'école.
Oui. Voilà, il y va parce qu'il a envie, parce qu'il a des facilités, mais il va rater plein de limites de trimestres pour ses compétitions. Parce qu'il y a énormément de compétitions. Mais ce qui va se passer, c'est qu'un soir, parce qu'il habite tout seul. Le gamin, il doit avoir peut-être 16 ans, je sais pas, 16-17 ans. Il habite tout seul à Tokyo, dans un quartier pas populaire, mais en tout cas, voilà, pas très riche. Il peut pas non plus se payer 3000 Dans choses. une avec zone son où truc. justement il n'y a pas grand Il n'y a chose. pas grand monde, il n'y a pas grand chose. Et un jour, il est un peu sous. Malgré son jeune âge, au Japon on ne boit pas si jeune que ça. Et il est récupéré dans la rue par une dame qui s'appelle Akari, qui est en fait une hôtesse, comme les bars hôtesses comme vous connaissez au Japon. Et il est récupéré par cette dame-là qui vit avec ses 2 petites sœurs. Et ils vont devenir sa famille d'adoption, sa deuxième famille d'adoption, on va dire ça. Et il va trouver quelque part une famille de substitution. Avec 2 chats. Ouais, il y a plein de chats. C'est Ça pas de faire des blagues tout le temps. Voilà, ça pop partout dans le manga. Donc, voilà, je vous ai résumé la chose. Puis bien évidemment, ça faut que je le dise parce que c'est extrêmement important. Sa sœur adoptive va arriver dedans et c'est extrêmement important parce que ça va changer complètement la donne. Elle est aussi belle qu'elle est cruelle. Donc elle va le manipuler perpétuellement et on sent qu'il y a... j'ai lu le premier tome et puis j'ai vu quand même pas mal dans l'anime. Et on sent que voilà, le ressort scénaristique quand elle arrive, c'est... En fait, elle joue énormément sur sa psychologie à lui et elle connaît aussi le passé. C'est une vraie détective. Le passé de quasiment tous les adversaires qu'il va rencontrer. Donc par exemple, s'il y en a un par exemple, qui est tout vieux, qui a 61 ans mais qui n'arrive pas à monter dans l'échelle du shogi, il va dire mais attends, regarde, il va bientôt être à la retraite, tu peux pas lui faire ça, tu vas ruiner sa vie, il va se suicider. En chaque match, elle lui raconte des trucs comme ça pour le faire culpabiliser. Donc elle est vraiment en train de le torturer perpétuellement. Voilà, donc ça, je résume rapidos le manga et les enjeux. Donc qu'est-ce que je peux en dire alors moi, première fois que j'ai vu la tête du perso, j'ai pensé légèrement à du Asano. C'est marrant en plus, c'est peut-être pour ça. Ouais, un petit peu. Hein Du Asano, mais crayonné. Crayonné, c'est ça. Même pas dessiné, mais crayonné. Voilà, Exactement. C'est un... Pas un... je perds mes mots. Puis quand tu vas derrière, pareil, avec les, Ouais, voilà, les c'est fils, ça, là, ouais. avec les nouettes, les petites couettes, t'as vraiment l'impression de voir des personnages d'Asano, crayonnés, oui, très, très bien, c'est ça. Et c'est vraiment au service d'un sport manga, et c'est saupoudré de ce qu'on appelle le réalisme poétique. Le réalisme poétique, c'était une tendance du cinéma dans les années 30-40 en France, où en fait les éléments de la nature renvoyés à l'intériorité des personnages. Et ça, c'est exactement ça. Tu regardes les titres des chapitres, tu regardes, et puis dans l'animé ça se voit encore plus, avec des tempêtes, des orages qui arrivent, et c'est toujours pour renvoyer à ce que ressent le personnage. Donc ça, pour moi, j'aime beaucoup ça, donc ça marche super bien. On a des personnages hyper touchants, c'est sûr, quand tu as perdu tes parents, voilà, tu as envie de te pencher sur le perso, c'est ça. Mais pour moi, je vais très rapide, mais pour moi, c'est quelque peu gâché par ce que j'appelle l'humour shoujoesque, tu sais, où ça pop partout. Tu me parlais de 2 chats, t'en as partout dans les cases, que des blagues, des machins, des interjections, t'en peux plus. Moi, c'est le genre de truc qui vit, mais attends, je me dis, je vais le lire de manière dans le toujours train. improbable. Ouais, c'est ça. Et bon, c'est l'humour typiquement japonais, Oui, typiquement moi shoujo. j'aime bien d'un sens. C'est une auteure ou autrice. Voilà, autrice. c'est ce qui explique aussi cela. Et pour moi, c'est un petit peu envahissant. Et aussi, le deuxième point négatif, mais plus en retrait, c'est un peu la gestion inégale des personnages. Oui. C'est qu'à un moment donné, il laisse complètement les personnages. Par exemple, la famille dont je vous parle, adoptive des 3 nanas, à un moment donné, pendant je sais pas combien de chapitres, tu les vois plus. Voilà. Puis ils reviennent. Mais bon, c'est... Donc du coup, en termes de rythme, ça se ressent aussi. Donc, dernière chose que je vais dire, c'est que parce que je vous ai quand même parlé, je vous dis que c'était quand même un manga sur le shogi, shogi, on dit shogi. Et tous les 2 chapitres, tu as une page d'explication bien remplie, c'est de la lecture, qui t'explique l'univers du shogi. Et ensuite les règles, mais c'est surtout l'univers du shogi. Voilà ce que je peux vous dire. Donc c'est 12 tomes en cours, pardon. Il y en a 14 au Japon et c'est toujours en cours aussi. Et c'est chez Big Kana. Tu voulais dire quelque chose sur ce manga-là avant de passer sur le tien ? Oui, moi la seule chose que je trouvais qui me manquait aussi sur ce manga, c'était le côté Ikaru no Go-esque. Ce qui veut dire, parler, mais bien évidemment, on te montre des matchs par moment, mais tu ne vois pas le match. Tu vois les discussions des personnages, le passif de ces personnages, mais tu ne sais pas comment ils jouent. Et de temps en temps, c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas voir un coup ou deux, ou comment on en est arrivé, avec les explications qu'on a vues avant, donc on commence à comprendre des choses. C'est comme dans Ikaru no Go, on avait des compréhensions, on commence à comprendre quand il pose sa pièce ça fait telle chose, il fait la fermer, machin, bidule. Et bien là, c'est la même chose. Je trouve que ça manquait. Et moi, par exemple, c'est une des choses que je trouvais dommage.
Encore, on aurait repris vraiment des parties de match où on aurait montré le coup qu'il a joué à tel endroit pour gagner la partie ou autre. Bah ça m'aurait bien aimé. Ça m'aurait bien fait profiter et c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment beaucoup à voir. Et ben ça, il n'y a pas. Et c'est pour ça que ce manga est en une triple écriture. Vous avez le côté shonen, du côté manga de sport, le côté... Il y a des compétitions, c'est la vie, c'est les personnages qu'ils rencontrent, comment gagner, tout ça. Il y a tous ces trucs-là. Et ensuite, on a le côté shoujoesque, parce qu'on a le côté avec les rencontres avec les jeunes filles, ces premières histoires de vie, et non pas d'amour, mais de vie. Justement, On précise bien de vie. pour l'instant, on se perd pas dans les amourettes pour l'instant. C'est ça, c'est l'histoire de vie. C'est comment c'est tranche de vie qui se met dedans. C'est vraiment un manga tranche de vie. Et c'est ça que j'ai adoré. Et le côté seinen, parce que c'est une côté assez adulte, dur, parce que c'est adulte. On voit la vie quand on est dans l'appartement avec ce jeune homme qui a rien. Il a un matelas. Il a rien. Il a rien. Un frigo, un matelas. C'est un minimaliste. Voilà, c'est minimaliste. très très rapide. Et il a pas de vie, ce mec. Et c'est tout ce qu'il y a autour et pourquoi il n'a pas de vie. Et quand on commence à creuser, à voir sa vie, on a juste envie de je comprends, moi, la femme qui le recueille et qui s'en occupe comme son fils ou son frère. C'est exactement ça. Il rentre dans la famille parce qu'on voit qu'il a une telle fracture. Il sait même pas que c'est un asocial de la vie, c'est un asocial du cœur. Non pas d'amour, mais du cœur familial. C'est ça. Donc c'est très fort. C'est ça. Exactement. Ok, donc j'ai dit c'est March Comes In Like a Lion de Chika Umino. Nico, toi tu vas nous parler de Astra Lost in Space de Avant, je vais juste vous Shinohara faire un Kenta. petit truc sur les 48 heures de la BD. Oui. Ah bah oui, tu voulais dire À la base, je voulais parler un peu des 48 heures de la BD, mais là, comme tu l'en lances, donc je me suis dit, je vais parler d'autre chose. Donc, 48 heures de BD, c'est un projet qui a été lancé par les éditeurs pour lancer pendant 48 heures, un week-end, vendredi, samedi, des bouquins à vraiment pas cher, que ce soit du manga ou de la BD, vous les retrouvez genre à 1 euro, 2 euros, ou, voilà, dans les eaux-là. Ou des fois, ils sortent des collecteurs spécifiques pour l'événement. Comme par exemple le Pacte de la mer qui est sorti en version collector pour ça. Oui. Voilà, en version deluxe potatoes, tout dur et tout ça. Alors ça, il y a tous les éditeurs se lancent dedans. Alors soit c'est pour montrer des grosses séries pour pouvoir lancer justement sur les gens pour qu'ils puissent découvrir, comme Pika avec du To Your Eternity, avec Kazé avec on a eu du Terraform Mars. Là on a quand chaque même... année ils nous le mettent, Terraform voilà. Mars. Non, pas chaque année, justement. C'est justement à ça que je viens. Et là, c'est l'éditeur qui joue le plus ce jeu comme dessus pour faire découvrir ces séries. Et je trouve qu'il est quand même très très bien, ce qui nous fait découvrir des séries moyennes, pas forcément des gros blockbusters. C'est justement Kana, du fait d'avoir sorti Kana, oui. Voilà, Kana qui sort beaucoup de séries, pas les plus gros blockbusters, pas les gros ondes, parce qu'il a sorti du Save Me Pity, de manga français d'Elsa Brandt. Ils ont sorti celui-ci. Voilà, ils ont sorti Tenjin et tout ça. Que j'ai acheté. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. Ça permet de découvrir des séries dites moyennes, mais intéressantes. Et surtout, ça permet aussi d'acheter à moins cher pour au moins commencer, lire ne serait-ce que le premier tome, savoir si ça va vous plaire ou pas. Donc ils ont fait ça. Mais sachez que vos libraires, quand ils achètent parce que nous on les achète chez eux, on achète chez eux, on peut pas les retourner, on les garde chez nous. On a des livres, des livres 48 heures de BD, des fois d'un an ou 2 ou 3 en passé, parce qu'on a un peu de fond, on a encore des restes, on a des trucs qu'on a gardés. Donc de temps en temps, si vous voulez voir, renseignez-vous auprès de vos libraires, savoir s'ils n'ont pas encore quelques 48 heures de la BD qui restent, qui traînent, ou même des fois nous, ce qu'on s'amuse à faire. Parce que quand on a des clients qui vont nous prendre le 1 et le 2 d'une série qu'on sait qu'on a les 48 heures, on va vous sortir un 48 heures de BD pour vous le mettre à la place, pour au moins vous commencer là-dessus, et quitte à prendre le tome 3 à plein pot avec le tome 2, là, le tome 1, vous l'avez pas cher. Donc voilà, donc renseignez-vous toujours, c'est toujours intéressant. Et en plus, voilà, nous on est pour vous faire découvrir ça, parce qu'on s'en fiche, ils sont à 1 euro, donc on n'y gagne rien, donc on s'en fout. Donc quitte à, on est content même que vous commenciez une série derrière, donc n'hésitez jamais, c'est toujours très intéressant. Tout à fait. Alors, parle-nous maintenant, garde le micro, parle-nous de Astra Lost in Space de Shinohara Kenta. Imaginez un monde à la Star Trek. J'adore commencer comme ça, en faisant imaginer. Ce monde, voilà, dans un monde futuriste où les voyages dans l'espace sont devenus monnaie courante, on a une classe, c'est pas tout à fait une classe en soi, c'est pas des gens qui se connaissent, ce sont plein d'élèves d'un même niveau de scolarité qui doivent faire un voyage, d'une sorte de, pas voyage initiatique, mais un voyage de survie, de sortie scolaire pour essayer de créer une sorte de cohésion. C'est quand on va se retrouver par exemple avec un équipage, quand on va travailler plus tard dans des vaisseaux, on va être avec des gens qu'on ne connaît pas, ou d'une promo qu'on a déjà vue, ou qu'on connaît là-dessus.
Voilà. Donc ces jeunes vont devoir aller sur une planète afin de passer un séjour pendant une semaine ou deux de survie où ils vont vivre tranquillement parce que chaque année on les envoie ici pour justement qu'ils fassent leurs preuves et tout ça. Ouais. Et ensuite on vient les chercher et on repart sur Terre. Et en plus il y a une élection du capitaine, de celui qui va diriger tout ça. Ouais, c'est vraiment un côté initiatique. Et donc les jeunes arrivent sur cette planète, on les dépose, les adultes leur disent au revoir, ils décollent et là ils sont là comme ça sur la planète, ils se dirigent vers du refuge et là ils tombent sur une anomalie. Imaginez une sphère, mais comme si c'était un trou noir, mais en forme comme une sphère, d'une bulle qui est là, où tout va vers l'intérieur comme un trou noir, et à l'intérieur on voit la galaxie, l'espace. Et cette sphère se dirige vers eux, et il y a un des jeunes qui est un peu le mec, un peu dans le stéréotype du shonen, qui est toujours prêt, l'énergie, le stéréotype du shonen, voilà, de base. Qui commencent à leur hurler mettez vos masques vos casques, ils mettent leurs casques et là ils se font tous happer les uns derrière les autres et là ils se retrouvent dans l'espace. Effectivement s'ils n'avaient pas mis de casque ils seraient tous morts, donc on nous fait bien comprendre qu'on est dans un endroit qui est adapté. Alors il faut savoir que ce manga est chez Nobinobi, donc Nobinobi c'est pour à la base les enfants, mais on vous fait bien comprendre que si vous faites une erreur, et ben même dans ce monde-là, dans un manga pour les enfants on peut mourir. Donc voilà, tu meurs si tu rates, donc forcément c'est quelque chose de dur, donc on nous explique, on vous fait découvrir aussi les choses dures de la vie tout en étant dans l'espoir de survivre. Donc c'est ça qui est super intéressant. Et donc ils sont là et ils se retrouvent face à une épave d'un vaisseau, ils rentrent dedans et apparemment il peut le ramener chez eux, mais malheureusement ça va mettre des mois. Alors des mois on se dit au moins ils peuvent rentrer chez eux, mais je rappelle, ils étaient là dans un voyage initiatique pendant quelques jours, quelques semaines. Ils n'ont pas les bases. Ils n'ont pas surtout la nourriture. Comment tu fais pour te nourrir, pour manger, compagnie? Eh bien, il faut trouver un moyen. Et pour ça, ils vont avoir une idée. Et si ils faisaient des bonds entre plusieurs planètes qui soient dans la capacité de vivre et de survivre pour ramener jusqu'à chez eux. Et donc, on va avoir ça. C'est ce déplacement, ce voyage à travers les mondes, les différents endroits et comment se trouver sa place dans ce groupe. Ça a l'air mieux qu'Eden Zero. Eh ben, écoute, c'est vachement fou. Non, on va pas trop comparer, mais je suis d'accord avec toi de ce côté voyage initiatique, de ce voyage à travers l'espace et autres. Oui, complètement. Et donc, le truc, il faut savoir que ce manga a reçu le prix Taisho, le prix du meilleur manga Japon. Donc, il est énorme. Pourtant, la coupe est pas de mine. Hein. On est tout à fait d'accord, ça fait tout mignonner. La première fois que je l'ai reçu par l'éditeur, je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? J'ai eu service de presse. Je dis un truc bon pour les gamins dans l'espace. Oh, bon, quoi pas, on va le lire. Ben, je l'ai lu, je suis arrivé à la fin, je fais mais c'est énorme, mais c'est super cool. Mais en plus c'est beau, c'est bien, c'est dynamique. Certes, c'est des stéréotypes. Il y a la fille à gros seins timide, il y a machin. C'est tous les stéréotypes, mais ils en jouent. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'ils en jouent. Et c'est tellement bien joué, on se rend compte qu'en fait les stéréotypes sont vus à contrario. Le fameux héros badass qui est là, qui est le côté un peu fun, et ben c'est juste parce que quand il était gamin, son prof est mort sous ses yeux parce qu'il l'a sauvé et il s'est retrouvé avec un groupe de 4 personnes dans une montagne perdue et ils ont dû apprendre à se nourrir, à se défendre et comme eux étaient trop jeunes ou trop pleutres, il a dû prendre les commandes. Et c'est pour ça qu'il est aujourd'hui dans ce style-là. On a une autre personne qui est un peu la fille à gros seins, on dit c'est la fille timide, mais en fait elle est timide parce que sa situation par différentes choses amène que on a le bourdinet un peu ténébreux, mais en fait c'est juste parce que ce gars a toujours été entraîné pour être le meilleur, le plus beau, le plus fort et qu'aujourd'hui il est parmi les génies, mais ce gars en fait a cette fracture sociale qui ne comprend pas forcément les autres et on a tout plein de choses. C'est intéressant, donc c'est pour ça que sur le coup ce manga est très juste et surtout en 5 tomes. C'est bien ça. Il a l'air d'être franchement, moi déjà le 6 il me vend ce qui est génial c'est que ce qu'il nous vend dans les situations du premier tome, on voit que ça va aller relativement vite, on voit qu'on va aller très vite à la fin, et on ne va pas nous vendre plus qu'autre chose que ce qu'on a. Donc ce qui veut dire que on va avoir ce qu'il faut d'aventure, ce qu'il faut d'événements, et donc ça va être tout simple. On va avoir des ellipses, on va avoir des choses, mais ça on s'en fiche, parce qu'on sait qu'ils vont se déplacer dans l'endroit, des fois ça sera difficile, des fois ça sera facile, etc. Et on a quelques questions, mais qu'on aura certainement les réponses sur la fin, etc. Mais c'est vraiment bien fait. D'accord. Ouais. Non, moi c'est beaucoup de cœur. Oh bah écoute, super, ouais. Astra Lost in Space de Shinohara Kenta. C'est bien, tu voulais nous en parler, c'est chose faite. Et donc voilà, pas de Kino, pas d'Inès, donc nous passons à nos débats du mois. Ce podcast risque d'être le plus rapide du monde. Ouais, écoute, direct du moins le plus rapide d'Arokia. Alors, débat du mois. Nous allons commencer nos débats du mois avec sûrement celui
oui, je peux le dire, le plus attendu, parce que les autres, au final, peut-être à part Hell's Paradise, les autres, je parle pas de la qualité intrinsèque, je parle vraiment de l'attente. De la sortie de l'œuvre. On parle de Errance de Inyo Asano. Voilà. Inyo Asano, comme vous savez, on est extrêmement fan à Rokia, surtout Inès, bien évidemment, mais pas que. Et c'était avec une attente certaine qu'on voulait poser nos yeux sur les magnifiques dessins d'Asano et puis voir ce qu'il va nous raconter, d'autant plus que c'est un manga très particulier parce que il était vendu comme un manga plus ou moins autobiographique, je dis bien. Rappelez-nous bien du plus ou moins. Oui. De quoi que c'est donc que ça parle? Petite citation comme d'hab. Hein. Quand je croise une fille avec ses yeux de chat là, aujourd'hui encore, je suis intimidé. Alors, pareil, donc dans les premières pages du manga, je vous lis ce qui est écrit, c'est très important. Comme vous savez, chez Asano, il y a souvent des grands bandeaux noirs où on a les pensées des personnages qui nous sont exprimés. Donc là, le personnage principal, qui est mangaka, dit « Vers le milieu de la trentaine, j'ai découvert la sensation d'être accepté par les autres, mais aussi la douleur liée aux espoirs qu'on suscite. Aujourd'hui, ce qu'il me reste, c'est un corps fatigué et quelques économies. La joie, la tristesse, le savoir-vivre, tout ça, je l'ai laissé dans mes mangas. Au dessin, plus aucun sujet ne m'intéresse. Et aujourd'hui, j'ai bien du mal à me souvenir de la raison pour laquelle j'ai choisi le métier de mangaka. » Donc Kaoru Fukuzawa est mangaka. Le 15e et dernier tome de son manga à succès, qui s'appelle Sayonara Sunset, vient de sortir. Mais son tirage a été énormément réduit, et cela l'inquiète. Ou serait-ce simplement le fait qu'il n'aime plus le milieu du manga, comme je viens de le lire dans la citation, ou qu'il ne sait plus s'il aime le manga tout court. Et ce n'est pas sa femme, qui est une tanto, qui est très très occupée à gérer la carrière d'autres mangaka, parce qu'elle ne s'occupe pas de son mari. Elle s'appelle Makura. Voilà, c'est pas sa femme qui va le réconforter, ni son ami d'enfance qui, lui, est plus loin dans la vie, si on peut dire ça comme ça, qui en tout cas va se marier, on va parler de cette séquence de mariage aussi, qui vont pouvoir lui remonter le moral. Alors qu'est-ce qui se passe? Il erre dans Tokyo, dans le Japon, de prostituée à prostituée, cherchant la fille aux yeux de chat qui saura lui redonner la flamme. Voilà. Donc Asano, auteur, je le rappelle, de Bon Upon Pon, de Dead Demon, Destruction, de Solanine, du Chant de l'Arc-en-Ciel, enfin voilà, et puis d'autres. Qu'est-ce qui se passe ici? La fille de la plage, oui, dans une moindre mesure. Qu'est-ce qui se passe ici? Il quitte son sujet de prédilection, qui est l'adolescence. Ici, en apparence en tout cas, il quitte l'adolescence. Mais on peut quand même se demander si notre mangaka est son attirance pour les jeunes prostituées, parce que rappelons que quand il demande une type de prostituée, il demande généralement une assez jeune. Pas une mineure, mais une assez jeune quand même. Et qui plus est, il a aussi ces petits yeux de chat dont j'ai parlé qui le renvoient à cette période où il a connu plus ou moins son premier amour, donc quand il était encore adolescent. Donc, quelque part, l'adolescence, même si on nous parle d'un adulte, on voit un adulte mangaka qui est hanté par l'adolescence. Alors, je me permets de commencer. Première chose qui tape à l'œil, c'est la couve. C'est pas du dessin, c'est une photo. Voilà. On vous a mis il y a un bandeau qui a été mis dessus, voilà. Un bandeau du personnage, mais voilà. si on enlève complètement, c'est une photo. C'est une photo. Alors, ça peut interpeller. On se dit tiens, ça y est, Asano qui est déjà dans ses décors, on sait qu'il va prendre lui-même ses propres photos. Il cadre lui-même. Il prend ses propres photos et après il les retravaille sur tablette graphique et il les redessine, on va dire ça. Là, de prime abord, on pouvait se dire c'est terminé, il a abandonné le dessin, ça va être un petit peu comme l'Astero Inuyashiki, on va voir quasiment que de la photo et on va juste refaire les contours. Que nenni. Moi je trouve qu'il affine encore plus son style. Il va comment dirais-je, comme ce qu'il avait fait dans celui d'avant, c'était... Non, pas dans celui d'avant. Attends. Dans Dead Demon, il va prendre un malin plaisir à dessiner les nez. Je sais pas ce qu'il a avec les nez. Il adore les nez. Regarde, je te montre, Nico. Tu as cette séquence de mariage où en fait, il s'amuse à dessiner des nez comme ça, des nez de personnages, des nez comme ça. Et puis il y a d'autres nez un peu plus grotesques. Et c'est vrai que si tu te rappelles bien, dans Dead Demon, il y a un personnage qui a un nez qui est sur la coupe, complètement tordu, voilà, comme ça. Et donc il va vraiment s'amuser à dessiner les nez de façon complètement différente. Et puis il y a énormément de travail sur les noirs. Ouais.
Le sujet est noir, mais évidemment, mais c'est toujours Oui, non, mais justement, il y a un aplat dessus de noir qui est Ouais. incroyable. Ouais, c'est ça, un peu flouté. Donc pour moi, voilà. C'est un peu c'est un personnage qui accompagne notre héros. C'est quand même un C'est un personnage. peu ça. Ouais. Donc pour le coup, là, au niveau du dessin, on est vraiment. Je trouve qu'il est encore aller plus loin. Ouais. C'est vraiment affiné. Il s'amuse, il se fait plaisir, malgré la tristesse et la mélancolie de l'œuvre de façon générale. On sent quand même qu'au niveau du dessin, vache, il a encore monté pour moi d'un niveau. Bien évidemment, Asano est toujours en train de questionner les milieux auxquels il s'intéresse. Donc, comme on l'a dit, c'est pas l'adolescence ici, mais là, donc, il va se pencher sur l'âge adulte. Donc, voilà, qu'est-ce que c'est de se marier, qu'est-ce que c'est d'avoir des enfants, donc qu'est-ce que le bonheur, est-ce que les réseaux sociaux, parce qu'il en parle beaucoup, est-ce que les réseaux sociaux vont lui apporter du bonheur en tant que lui que mangaka, à lire les commentaires? Est-ce que vraiment ça va lui apporter du bonheur? On va vraiment se rendre compte que, comme le montrent aussi les différentes analyses, pas tellement que ça a pu amener de la tristesse. Et juste une pareille, j'avais pris une photo de la séquence de la scène du mariage de son meilleur ami. Donc il quitte Tokyo, il va au mariage d'un de ses potes, et ils se retrouvent tous les amis de lycée se retrouvent là ensemble. Et ils ont une discussion sur les enfants. Et t'en as un qui s'adresse à notre mangaka qui lui dit « Tu avais toujours l'air très occupé quand tu étais plus jeune. » Et il lui dit « Mais vous songez à quoi ?» en lui parlant de lui et sa femme. « Vous songez à avoir un enfant? Là maintenant, vous pourriez peut-être vous y mettre, non ?» Ils ont 30, presque 40 ans. Elle s'appelle Nozomi, sa femme. Nozomi travaille elle aussi et finalement, elle est encore plus occupée que moi, il répond. « Mais l'heure tourne, Kaoru. Si vous voulez des gosses, n'attendez pas trop. » Et là, il répond « On ne s'est pas marié pour ça. Notre priorité, c'est le travail. On n'a jamais abordé le sujet des enfants, d'ailleurs. » Voilà. Bon, clairement, il dit en gros, je pense qu'il là pour le coup, on a bien un Asano, c'est qu'il veut pas qu'on lui impose un schéma de vie. Tu vois, c'est-à-dire que lui, attends, t'es pas obligé dans la vie de te marier et d'avoir des gosses, tu vois. Et lui, il se dit, c'est aussi parce que leur boulot est hyper entreprenant aux deux, hein, ça on comprend bien dans l'histoire. Puis d'ailleurs, très rapidement, ils divorcent, hein, je spoil pas, mais très rapidement, Nozomi et notre mangaka divorcent. Et on va se rendre compte que lui, en fait, à la fin de cette série-là, il a vraiment un gros creux et il a vraiment besoin qu'on lui remonte le moral. Et il ne va pas retrouver ça ni chez ses amis et surtout pas chez sa femme qui s'occupe d'autres mangaka. Encore 2-3 points, après je te laisse la parole, Nico. Il y a tu peux intervenir si tu veux aussi. Hein. Oui, je sais, mais je n'ai jamais écouté. Il y a une grosse réflexion. C'est pour ça que certains parlent de mise en abîme. Je trouve que c'est un peu exagéré. Il y a une grosse réflexion sur l'artiste. Mais pas que l'artiste, simplement l'artiste en tant qu'égoïste fini. Et c'est ce que va lui dire un de ses potes quand il va, après le mariage, qu'il va le déposer à la gare pour qu'il retourne à Tokyo. Il va lui dire évite de renvoyer la responsabilité sur ton divorce avec Nozomi. Après tout, tu fais ce que tu as envie de faire et ça ne date pas d'hier. C'est-à-dire que le mec, très clairement, depuis toujours, il a juste pensé à ses mangas. C'était sa vie. Et là, il arrive à un moment de sa vie, justement, où il est plus satisfait par le manga. Donc c'est là qu'il commence à se poser plein de questions sur pourquoi il a fait ça, comment il en est arrivé là, sa vie de couple notamment, et tout ça. Ça parle de l'édition manga, hein. Alors, c'est pas Bakuman, hein, mais voilà. Donc, mais encore une fois, il le montre comme un univers un peu impitoyable entre l'assistante, une petite jeune qui travaillait pour lui, qui a l'air toute sympathique au début, et qui à la fin sort les griffes et devient hyper agressive, et qui est prêt à l'enfoncer, lui dire mon manga il va t'enfoncer, je vais te défoncer, je vais te dénoncer, bon, alors qu'il avait rien fait de mal, mais je vais te dénoncer. Enfin, elle lui fait vraiment du chantage. Son tanto qui lui pousse à faire de la pub parce qu'il dit il faut quand même que tu fasses des trucs alimentaires, mais lui il se voit comme un artiste donc il a pas envie de faire de la pub. Et puis sa femme, comme je vous l'ai dit, qui elle prise par son boulot et d'autres mangaka, donc elle le zappe complètement. Et puis je terminerai en parlant de l'utilisation, parce que voilà, faut pas oublier que ça se trouve sur des magnifiques pages en couleur avec des magnifiques sakura, et en plus ça tombe bien, c'est au mois d'avril, on est en plein dedans, mais encore une fois, Asano n'aime pas faire comme tout le monde, donc ça commence en avril, certes, ça a l'air tout heureux, mais quand tu regardes ce qui est écrit, c'est là où il dit, c'est les premières pages, hein, il dit « Quand je croise une fille avec ses yeux de chala, aujourd'hui encore, je suis intimidé », et ça va plus loin que ça. Ce fut la première personne à m'avoir complimenté pour mes mangas, donc la première fille qu'il a aimée. Et donc qu'est-ce qu'elle lui dit sur ses mangas, elle? Écoutez bien, c'est très important, pour voir le contraste justement avec ce beau printemps, ces beaux sakura qu'on voit en fond et en couleur. Elle lui dit « J'ai lu ton manga, et j'aime bien. Mais je n'en lirai probablement plus, parce que j'ai peur d'en savoir trop sur toi. » Et qu'est-ce qu'il dit en voix intérieure? Il dit « Ces mots étaient comme des mirages insaisissables, et j'étais persuadé qu'un jour viendrait où je comprendrais. » Et en fait, voilà, tout ce manga, on arrive à la fin, je ne spoil pas, mais on arrive à la fin du manga, et c'est un petit peu, voilà, quelle conclusion il peut
et quelle solution il va trouver un petit peu à ce questionnement, à ces questions que ce premier amour lui a envoyé de face, ce premier amour avec ses yeux de chat. Nico. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment marqué, enfin touché et surtout choqué, tout moins. Enfin, choqué. Ouais. Qui m'a sauté aux yeux, si on peut dire ça, de chat, c'est plutôt le côté Urasawa-esque. J'ai l'impression, en lisant ça, de me retrouver beaucoup dans un Urasawa. Du fait de sortir un peu de ce confort adolescent ou de vie de jeune, on se retrouve beaucoup avec des dessins. À un moment, quand il est avec sa femme, il a cette discussion où il y a une scène très dure. Là, le dessin, le style, j'avais l'impression d'avoir un Urasawa sous les yeux. Je me suis dit, ah ouais. En fait, il a popé dans le dessin, il a monté encore d'un cran. Mais parmi les dessins qu'il utilise, il y en a un qui me fait énormément penser à Urasawa. Donc en lisant, j'ai l'impression des fois, par rapport à l'écriture, en fait, c'est pas tant le dessin en soi, c'est du découpage, de la mise en scène. Il y a beaucoup de scènes qui m'ont fait penser énormément à un Urasawa. J'avais l'impression de me retrouver dans un Monster ou dans un 20th Century. Mais vraiment sur le côté de cette construction, non pas sur les thèmes, parce que c'est pas du tout sur le même thème, mais c'est sur la construction. Et sur le coup, je me suis vraiment... Alors déjà, parce que pour moi, Urasawa est un grand maître de la mise en scène et de la mise en plage, mais là, sur le coup, avec un style en plus à la Asano, pour moi, là, sur le coup, je me suis... Ça m'a... en lisant, j'étais, waouh, je me retrouvais... J'étais plus dans ma zone de confort, entre guillemets, d'un Asano quand je le lis, en me disant que je sais plus ou moins ce que je vais trouver dedans. Ouais. Je sais qu'en lisant ça, je vais me retrouver dans ces esprits-là. Ben là, j'étais pris à contre-pied. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Déjà, Asano, je suis un fan, j'adore Urasawa, mais quelque chose qui peut me piquer dans l'un ou dans l'autre, qui fait penser à quelqu'un ou à l'autre, alors là, d'autant plus, j'étais touché. Ça m'a vraiment encore plus. Et la noirceur qui est utilisée là-dedans, j'ai trouvé vachement cool, mais c'est la facilité de penser du personnage qui m'agace par moment. Ouais. Ce que je supporte pas, c'est le côté... oui, on peut être égoïste, on est tous égoïstes à un moment ou à un autre, mais c'est ce côté plaintif de l'égoïsme qui m'agace. Et surtout ce qu'il en est par rapport à la scène, quand tu dis est-ce que pour toi je suis un mari ou je suis un mangaka, et la fille elle dit je te revois ce soir, je préfère partir, et tout ce qui va s'en suivre. Et elle fuit la discussion. Voilà, et ces discussions-là, ces moments-là, cette construction, avec le personnage, tout ce qui va se passer, tout ça, ça m'a... J'avais juste envie de me dire... Voilà, c'est encore quelqu'un qui va se plaindre de quelque chose. C'est quelqu'un qui a eu ce qu'il voulait, il a eu comme il voulait, et il se plaint aujourd'hui de quelque chose qui aujourd'hui, finalement, c'était pas finalement ce que j'aurais voulu ou comme je l'aurais voulu. Et je trouve ça un peu dommage. C'est pour ça que sur le coup, c'est le genre de personnage que je déteste. Mais c'est juste qu'on a envie de voir jusqu'où ce personnage va aller pour savoir si tu veux lui mettre des tartes ou si tu veux comment tu veux comprendre là-dessus. C'est pour ça que j'ai trouvé Errance extra, vraiment extra. Tu voulais lui mettre des tartes à la fin ou pas alors? Sur la fin, quand tu vois le sujet de fin, la phrase 20, quand on en revient à, finalement non. Tout le long, tu as envie de le mettre, mais sur la fin, tu dis bon, allez, on y va. Et tu as juste envie de suivre. Ouais. Je sais pas pour toi. Au niveau des ventes, ça marche très bien. Ça marche très bien. Très bien. Quel public? Bon, à part les fans comme nous d'Asano, est-ce qu'il y a un nouveau public qui vient par exemple? Parce que là, je vois le dessin, le sujet, je me dis, ça peut parler plus peut-être. Est-ce que ça parle aux franco-belges? Alors, oui, ça marche très bien dans le franco-belge. On le vend très bien, la parenthèse. C'est une série qui a très très bien marché, tellement que ma collègue Auria est venue souvent me le piquer pour le côté. Donc, elle l'a très bien vendu. Déjà, Auria est une passionnée dans ce domaine. Elle aime beaucoup. Oui. Elle a une très bonne lecture. J'espère qu'un jour, elle viendra pour nous parler de certains trucs, parce que j'aimerais vraiment beaucoup, parce qu'elle est hyper intéressante. Et il y a certaines choses, même dans le manga, où elle me scotche, parce que même moi, je ne vais pas dire que j'ai une connaissance infime, mais bien au contraire. Mais je veux dire que même moi, elle arrive encore à m'étonner sur des trucs que je connais, mais de sa manière de parler ou autre, j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais. Et c'est pour ça que sur le coup, j'aimerais bien avoir son avis. Mais oui, elle le vend très bien et ça marche très bien. Et effectivement, le côté, je dirais que La fille de la plage, du côté où c'était du sexe et c'était un peu graveleux et les lecteurs de BD se sont jetés dessus en pensant que Asano c'était ça. Bah non, c'était un de ces rares. Mais bon, que veux-tu, c'est sulfureux, donc il faut que ça marche. Ouais. Et là, celui-ci, il a un thème qui ça peut s'adresser beaucoup plus et ça se sent, ça se voit. Et donc, ça a vraiment bien lancé. Et le fait d'avoir sorti
ressorti les Solanines en version deluxe Oui, j'ai oublié en de le même dire, temps ça, que oui. ça. Et Avec ben, petit bonus, oui. voilà, et ben c'était hyper intéressant et très bien fait. Mon seul petit truc, c'est que quand vous sortez des bonus, les enfants, dites-vous que ceux qu'ils ont lus à l'époque, eh ben, des fois on n'a pas envie de relire encore pour avoir des bonus, donc c'est des fois un peu Passer à la caisse. chiant. Ouais, c'est ça. Hein. Pour avoir un bonus, comme par exemple un clin d'œil très posé sur justement Ayako et tous les trucs de chez Delcourt, Glénat, on n'en parle et même pas. voilà, Glénat, bon, je préfère passer s'il te plaît. Et le côté là par rapport à ça. Bon après ça c'est une fois de temps en temps, c'est pas bien grave. Oui, le ganache, c'est pas dans leur Non, habitude encore. Cana Ouais. par contre, Ah, ce ils, qui l'ont- est ils, l'ont vraiment fait- bien- ils viennent de le faire avec Kuroko Basket. Avec Slam Dunk. Oui. C'est un Ouais. peu raté, d'accord. Ouais, un peu. Ouais. D'ailleurs, j'attends toujours des nouvelles pour savoir pourquoi est-ce que du tome 1 au tome 2, on perd presque 100 pages, presque, Ah ouais, tu m'avais 80 dit, pages, À 10 et balles. pourquoi est-ce qu'on y reste à 10 balles, à 9,90. Ça, j'ai toujours envie de savoir pourquoi est-ce que c'est le cas. Donc, je sais qu'il y a un nouveau découpage et que je ne sais pas si les prochains tomes auront les mêmes nombres de paginations. Ouais. Peut-être que ça va varier comme un yo-yo. Je ne sais pas pour l'instant, parce qu'ils ont fait un découpage par rapport à des événements et des moments particuliers. Alors, peut-être que le tome 2 se retrouvera peut-être plus petit et le tome 3 sera plus gros, et peut-être différent, etc. Je ne sais pas pour l'instant. Mais j'attends les nouvelles de Kana pour ça. Je suis très curieux. Ok, donc c'était Errance de Inyo Asano, c'est chez Kana Made In. Oui, et toutes leurs rééditions qu'ils sont en train de faire, je vous les conseille parce qu'effectivement, il y a plein de titres qui avaient disparu ou qui étaient dans des formats différents, où le tome 1 n'était plus disponible, ou seulement le tome 1 et pas le tome 2, etc. Et là, le fait qu'ils rééditent, allez-y parce que la qualité, elle est bonne et ça vous Ouais. permettra de découvrir des œuvres qui n'étaient plus Un rapport disponibles. qualité-prix qui est correct. Oui, en plus, Ouais. rapport qualité-prix qui est très Ouais. correct. C'est clair. Pas comme par exemple le fil de l'araignée ou les enfants de la file d'araignée, ou je sais plus si c'était Oui, chez oui, Casterman. tout rouge, ou là, le oui. truc, oh là là. Ouais. Je suis désolé Casterman, mais là, le vote prix, non, on pouvait pas passer là. Non, stop. Faut qu'on parle de ça tout à l'heure, parce que tous les mangas là que j'ai commencé à lire, c'est là que j'ai commencé à chercher sur internet, il y a eu une hausse du prix du papier. Oui. Ah ouais, parce que je regarde, tous les mangas ont pris quasiment 1 euro, Alors, quoi. non, c'est pas ça. C'est que si tu regardes attentivement les bouquins, tous ceux qui sont par exemple devant nous, comme par exemple le bateau de Thésée, le pont, un pont en 3 étoiles, etc. Le ça, Paradise, vous aussi. regarderez, ils ont tous un format bâtard. Ils ont un format plus grand qu'un One Piece, qu'un Naruto et compagnie. Si là, on a Ice Paradise aussi, hein. le Je suis désolé, hein. Paradise, oui, tout à fait. Là, on en revient justement au seul éditeur qui a monté ses prix actuellement, Kazé. c'est chez Kazé. 7,29, un shonen. Kazé, ils sont à 7,15. 7,15 un shonen de base, et celui qui était avant à 7,79 est passé à 7,89, et ceux qui étaient à 6,99 sont passés à 7,15 €. Donc ils ont passé le palier des 7. Ils avaient déjà commencé un peu avant, ceux qui étaient à 7,99, ils les ont passés à 8,29, etc. Donc c'est des formats comme Terraform Mars, etc. Ouais. qui sont passés plus chers. Mais si vous regardez, donc ils ont le même format qu'un Naruto, qu'un Bleach, qu'un One Piece, qu'un Fairy Tail, Ouais, tout à fait. et ils ont, eux, chez Kazé, augmenté leur prix. Par contre, tous les autres ne les ont pas augmentés. Le seul moment où ils ont D'accord. augmenté, c'est quand le format A est différent, ils ont créé une catégorie de prix différente. Comme par exemple chez Pika, ils ont maintenant des mangas à 7,55, 7... avant, Ouais, j'avais Pika, ouais, de plus en plus ouais. à 7,20, 7,50, 7,75, pardon, 7,75 et 7, voilà, et des prix comme ça. Donc c'est pour ça que de plus en plus on va voir apparaître des prix comme ça pour ne pas augmenter le reste. Ils vont augmenter les prix de départ à des formats formats bâtards de départ, comme Vega. Vega, comme c'est du seinen, le format est plus grand, donc le prix est plus haut, mais le prix de départ est plus haut. Ok. Merci pour Mais cette, je pense qu'à un moment ou à un autre, on va avoir une augmentation de prix. Ouais, merci ouais. pour cet éclaircissement. Ok, donc D'ailleurs, en parlant d'augmentation, je te coupe 2 secondes. Pour ceux qui pensent que les mangas ne font qu'augmenter, je vous rappelle que depuis 94, ça a pas augmenté. 1992, sortie des premiers Dragon Ball, et à aujourd'hui, si on les met en euros sans parler d'inflation, et si on les regarde le prix d'aujourd'hui Ouais. à 6,90, ça revient à grosso modo en 26 ans, à peu près dans les écarts les plus grands, c'est 1,50 € grand max à augmentation d'un prix. Pour certains, ça peut faire cher, mais ça fait que 10 balles entre guillemets en francs. Et 10 balles, ça veut dire qu'ils étaient à 37 et des bananes, c'est comme ça aujourd'hui, c'est à 47. Donc ça veut dire qu'ils ont pris 10 francs pour ceux qui sont en francs encore, en plus de 26 ans, donc presque en un peu moins de 30 ans, ça a pris 1,50 €. Ouais. Donc dites-vous que normalement une augmentation, c'est tous les 5 ans, ça augmente de quelques centimes. Donc c'est pour ça que là, ça fait très longtemps qu'on en a parlé. Ça risque peut-être d'arriver, mais à mon avis, certains éditeurs jouent le fait qu'ils ont des masses de plein de livres qui marchent très bien, donc les marges sont dessus, et de plus en plus de nouveaux prix
qui vont apparaître sur des nouvelles gammes. C'est pour ça qu'ils vont peut-être compenser comme ça pour pas augmenter les prix. D'accord. Merci Nico. Donc c'est au tour maintenant du bateau de Thésée de Toshiya Higashimoto, CNN, un tour en cours chez Vega. Tu parlais de Vega, bah voilà. Alors, qu'est-ce que le bateau de Thésée? C'est bien, quand tu me l'as passé, je ne savais absolument pas de quoi ça parlait. Et je t'ai pas dit ce que c'était le bateau de Thésée? Non, mais je voulais pas le savoir. C'est très bien. Moi, c'est comme quand je vois un film où on dit bah tu regardes pas le bande-annonce. Non, je veux rien savoir. Non, mais moi. le principe du bateau de Thésée. Voilà, donc là je vais l'expliquer. Là, voilà. Le bateau de Thésée est le nom donné à un paradoxe. Pour perpétuer le souvenir de Thésée, leur héros, les Athéniens ont entretenu son bateau, en remplaçant petit à petit ses planches usées par des neuves, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus une seule d'origine. D'où ce paradoxe, peut-on dire que ce navire est resté le même. Donc c'est ça parle de ça. Et la question de ce manga-là, c'est qu'en est-il si on transpose ce paradoxe à l'humain, à l'être humain? Et là, on va suivre donc un personnage qui s'appelle Shin Tamaro, qui a 28 ans, qui est enseignant diplômé, mais qui travaille comme magasinier. Pourquoi? Parce que le 24 juin 1989, son père, dénommé Bango Sano, aurait empoisonné au cyanure 21 personnes à l'école primaire du village de Oto-Ese. Lorsque le décès en couche de la femme de Shin, donc notre personnage principal, survient, ce dernier décide d'aller rendre visite à son père qui est en prison pour limite d'innocenter. En tout cas, il a un certain espoir. Sur le chemin, donc en allant vers la prison, il fait un petit crochet par le village d'Otosu. Parce qu'il veut passer dans ce village, voir peut-être des survivants, trouver des traces qui pourraient innocenter son père. Et c'est alors qu'il se retrouve enveloppé par une étrange brume qui laisse alors apparaître l'école qui a pourtant été détruite, l'école où les enfants et tout ont été empoisonnés, qui a pourtant été détruite, cette école-là, juste après le drame. Et c'est là, moi je m'attendais pas du tout à ça quand j'ai commencé, mais vraiment pas pour moi, ça se passait vraiment dans un passé lointain, parce que tu vois deux personnages dessus avec des casquettes, je me suis dit non, bah c'est bon, en fait pas du tout. On se retrouve dans un, comment on pourrait dire ça Nico, dans un RS-like. C'est exactement ça, c'est dans une sorte de rebirth, on se retrouve dans une situation passée avec un personnage du présent et qui va essayer de comprendre ou changer ce passé. Tu peux nous en parler un petit peu toi? Grand plaisir. Je précise bien encore, c'est chez Vega où on avait chroniqué le truc sous l'eau là qu'on n'avait pas trop aimé. Deep le truc sur l'armée aussi avec les qu'on n'avait pas trop aimé non plus. Pelé-lui. Ouais, Pelé. Pelé-lui qui est très intéressant en termes d'histoire, mais graphiquement, l'ambiance, la construction, graphiquement c'est encore différent, mais pour la construction compagnie, bof. Ouais. Mais bon. Vas-y Nico, dis-nous un petit peu toi, bateau de Thésée, ce que tu en as pensé. Le bateau de Thésée pour moi c'est un véritable coup de cœur. Carrément. Je suis tombé sur... Tu as lu le tome 2 toi aussi. J'ai lu le tome 2 et le tome 2 est aussi bon, voire aussi dérangeant que le tome 1. D'accord. Pourquoi je dis bien dérangeant? Parce que pour ceux qui ont lu le bateau de Thésée, le premier, on se retrouve dans des situations où notre héros, avant que sa femme ne meure, avait fait des recherches parce qu'elle meurt en couche, pardon. Elle meurt en couche. Avant de mourir, de partir à coucher, de mourir, elle avait fait des recherches sur le passé du père du héros qui ne fait que clamer son innocence depuis plus de 20 ans. Et le truc, c'est que elle a fait tout un dossier où elle montre qu'il y avait des incidents bizarres qui étaient survenus un peu avant cette mort au cyanure de tous ces morts de ses enfants. Et que pour elle, personne n'a fait le lien, mais elle est persuadée qu'il y a un lien et que peut-être à cause de ça, ça serait la preuve qu'il serait innocenté. Et donc, forcément, lui, au début, il n'y croit pas, mais avoir lu tout le dossier de sa femme, trouver des trucs un peu étranges, il se rend compte qu'en fait, quand il est dans le passé, il sait déjà certaines choses qui vont arriver, mais comment vous ferez? Imaginez, vous savez qu'une gamine va être empoisonnée par un produit. Ouais. J'allais en parler. Vous voyez ce produit, qu'est-ce que vous faites? Vous lui enlevez? Vous le prévenez? Vous faites quoi? Lui veut l'enlever, et il prend. Sauf que en prenant ça, il passe pour un voleur. S'il fait ça, va-t-il changer le futur? Va-t-il être accusé ou condamné ou poursuivi ou par rapport à une situation qu'il avait faite? Est-ce qu'il va se retrouver au devant de la scène que lui veut être complètement effacé, etc., etc. C'est ça qui m'a dérangé, j'interviens. C'est moi c'est justement un de ces ressorts qu'on retrouve toujours dans les voyages dans le temps ou ceux qui veulent venir changer le passé pour que le présent soit meilleur. On a toujours ce même ressort. Voilà, en changeant ça, on va essayer de changer un truc. Puis en fait, on a changé le truc, mais
le présent n'a pas changé. Oui, la parce gamine, que la gamine justement, meurt quand même. Tu vois, donc. il y avait un truc intéressant qui était dedans. C'est que par exemple, dès le début, quand il se retrouve dans le passé, il panique, il repart là où il habitait, et quand il gratte la fiche, il voit son nom, donc le nom de famille. Donc il sait que apparemment il habite là. Donc, et en plus, il tombe sur, parce que sa grande sœur, quand elle était petite, elle est tombée du toit, elle était Exactement. avec la neige. Dans la neige. Elle était paralysée par la neige. Elle a failli mourir de froid dehors. Et là, il va la sauver. Sauf que normalement, ce n'était pas lui, c'était le facteur. Mais la conséquence est que sa sœur a été sauvée par quelqu'un, donc qui va rester dans l'histoire. Donc il a été... Et le facteur se retrouve même d'ailleurs encore ici, dans l'histoire, qui se retrouve là où il aurait dû être. Donc au final, ça veut dire que même si vous changez le passé, des conséquences de l'histoire qui ont déjà été écrites vont se produire quand même. Et justement, c'est ça. C'est est-ce qu'on peut le changer ou pas? Et d'ailleurs, la question se mène, s'il y a ça, comment ça va se passer s'il peut sauver ou pas son père? Est-ce que les enfants vont quand même mourir? Est-ce qu'on va capturer la personne? Est-ce que c'est vraiment son père ou pas? Etc. C'est pour ça que la construction du premier était un peu dérangeante, et c'est ce côté dérangeant que j'avais bien aimé, c'est le côté où justement, où même si tu essaies de changer, le présent est toujours là. Voilà, mais c'est ça le truc, c'est quand tu poses, alors effectivement, la façon dont il pose ces éléments à son ambiance, hein, que ce soit avec l'arrivée de la brume, qui est très bien, on a l'impression dans Silent Hill, il se réveille, qu'est-ce qu'il voit? Il voit comme un yokai, alors que c'est un petit gamin qui a mis un masque du yokai, donc ça marche super bien, tu vois là, le mec il sait poser l'ambiance, il n'y a pas de souci. Et comme je te dis, quand je le vois tomber, pas dans des travers, mais dans des mécanismes vus et revus, ça me fait peur pour le tome 2. Donc du coup, sans spoiler le tome 2, où est-ce que ça nous emmène, ou alors, est-ce comment dirais-je, ça va dans le sens de ce que je t'ai dit, ou alors pas du tout? Alors malheureusement, on reste quand même dans le principe où il va toujours essayer de changer on essaierait quand même de changer les choses, de s'adapter sur les choses, et comment expliquer ou faire comprendre sur ces choses-là qui sont là-dessus. Ce qui n'est pas le cas, on peut pas forcément. Et le problème, il est là, c'est que moi, c'est encore une fois, tout le monde, je suis désolé, mais tout le monde a vu des films, ou une grande majorité, ou la majorité des gens ont vu des films dans le voyage dans le temps, des conséquences, ou par rapport à des séries, ou par rapport à des livres, des BD, des romans, n'importe quoi. C'est comme les zombies, c'est comme les trucs. C'est qu'aujourd'hui, si ça nous arrive, on n'agirait pas comme dans les films. Pour la simple raison qu'on en a vu tellement qu'on sait y réfléchir, on sait l'interpréter. Et bien là, c'est le problématique, c'est le genre de mec qui a vécu dans sa grotte pendant des années et qui n'a visiblement jamais vu ni un film, ni une ambiance dans les films de science-fiction ou de voyage dans le temps. Et donc, cause, conséquence, j'ai l'impression qu'on ne le connaît pas. Et réflexion à ses actes par rapport à la conséquence, il y a des fois où on se dit limite, est-ce qu'il va réfléchir? Et par moment, justement, c'est vraiment le côté je sais que, mais il faut quand même que je le fasse. Ouais. Et c'est aussi là où ça devient intéressant. Ouais, d'accord. Ok. Je rajouterais quand même, parce que t'en as pas parlé, moi c'est le graphisme quand même. Ah oui, non, pardon, tu as raison. La jaquette, elle n'est pas méga vendeuse parce qu'elle est sobre. Mais même si on regarde attentivement la jaquette, elle vous met une claque. Parce que graphiquement, même si on se dit, bon, ça a l'air simple, un mec qui tient un gamin par la main, c'est un flic, bof. Mais quand vous la regardez, graphiquement, elle est belle, les détails, la structure du personnage, du costume, tout ça. Au final, c'est super beau. Et les visages, pour moi, m'ont fait énormément penser à du Taniguchi. Oui, magnifique. Ouais. Pour le coup, on peut le vendre aussi à des. Ah oui, mais complètement. Ça, on est vraiment là dans le choix seinen qui a été fait. Cette construction, cette application, même la dureté des personnages. On a aussi par rapport à la mère, on a à la limite de la dureté d'un Asano, comment elle traite son fils et tout ce qui est derrière. Puis la thématique, hein, elle lui dit quand même, quand tu es dehors, tu ne dois jamais rire ni pleurer, parce qu'au Japon, même si c'est pas toi qui as commis le truc, si c'est ton père qui a commis un meurtre, qui est en prison, t'es coupable. Donc dehors, tu dois jamais paraître heureux. Et on est dans l'excuse perpétuelle, dans l'exclusion, la dissimulation. Ça, c'est un fait que les Japonais ne peuvent pas nier. Hein, c'est quelque chose qui est très connu. Et ça, c'est encore une fois, il met les deux pieds dedans et il en parle. C'est pour ça que moi, c'est ce que j'aimais au début. Et j'ai l'impression qu'on le retrouve plus après. Eh ben forcément, parce que c'est plus le même regard. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un twist sur ce personnage, parce que sur le coup, enfin, il commence à comprendre ou à vouloir un truc, et d'un coup, il twiste littéralement sur sa personnalité. Mais en même temps, il le dit dès le début. Il lui dit, même ça, ma mère me l'a interdit. Je n'ai pas le droit de sourire. Même à la mort de machin, j'ai pas le droit parce qu'elle me l'interdit, etc. Donc à chaque fois, on voit qu'il a envie de dire merde et de le faire quand même. Donc au bout d'un moment, il y a une sorte, je vais pas dire d'émancipation, mais quand il y a compréhension, il y a changement d'attitude, et surtout par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie et ce qui va se passer. Donc c'est pour ça que sur le coup, ce twist, je l'accepte.
D'accord. Mais graphiquement, c'est une baffe. C'est magnifique, c'est superbe. Pour moi, ce qui rattrape le tout, c'est pas un spoil. Il y a l'incursion progressive de la voix du meurtrier. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'ironie dramatique. Encore une fois, le lecteur en sait plus que les personnages. Et on le voit parler. On le voit parler. Et donc on sait que le coupable, c'est sûrement pas, très certainement, c'est même sûr d'ailleurs, le père de notre héros. Alors qui est-ce ? On sait pas. Qui est-ce ? Mais c'est Un bien jeu parce que MB. ça vient avec des cassettes audio. Et ça paraît plutôt sympa. Et ouais, le tome 2, pourquoi pas ? Apparemment, tu me dis que... Voilà. Encore une fois, moi, ça me fait vraiment penser de plus en plus. C'est quelque chose que je cherchais depuis très longtemps parce que je retrouvais tout le temps chez les œuvres chez Tezuka. Et il a fallu faire un bond en avant pour être chez Urasawa, pour retrouver ces ambiances-là. Chez Asano, c'est plutôt le côté dépressif. C'est le côté, tu prends du Xanax en même temps que lire le bouquin. Donc c'est pour ça que c'est pas toujours très évident. Mais avec déjà Errance, on commence à changer et à avoir d'autres visions, d'autres constructions. Et avec des trucs comme le bateau de Thésée, moi c'est quelque chose qui me manquait depuis longtemps, que j'avais envie de lire. C'est un Eloized qui aurait fusionné justement avec un Urasawa ou avec un Urasawa. C'est ça. Ouais. C'est à peu près les deux. Et ça, pour moi, c'est vraiment un beau coup de cœur. Le premier m'a mis sur le cul et j'ai adoré. Et là, sur le coup, je vous le conseille. Et c'est ce que veulent vraiment chez Vega. Ils veulent vraiment lancer à fond les baloches, le seinen. Et pour l'instant, les premiers choix, comme je disais, on a eu peur. Hein. On a eu peur parce que les démarrages, à commencer avec ces œuvres-là, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Mais le bateau de Thésée est très très bon. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais d'où vient l'expression où on dit que l'amour disparaît au bout de 7 ans. Il faut 7 ans avant de passer le côté. En fait, ça vient du paradoxe de Thésée. Parce qu'on considère que le corps humain est changé intégralement de la première cellule à la dernière cellule en 7 ans. D'accord. En 7 ans, ton corps a fait peau neuve. Donc on considère que, est-ce qu'au bout de 7 ans, si toutes tes cellules se sont refaites de A à Z, est-ce que c'est toujours toi ? Tu vois ? Voilà. C'est intéressant ça, disons, mon ami. Eh bien, écoute, moi aussi, je vous conseille Le bateau de Thésée de Toshiya Higashimoto chez Vega, un tome en cours, deux tomes en cours maintenant. C'est ça, hein. Et la jaquette du 2 est un peu... Ça m'a dérangé parce que je me suis dit, je m'attendais à un truc qui soit un peu comme la jaquette du 1. J'aurais bien aimé qu'on ait des trucs de famille comme ça ou de situations de personnages, ça aurait été génial. Non, mais bon, elle est pas mal. Ouais. Bon, sachant qu'il y en a 4 en cours au Japon. Ouais. Hein. C'est toujours en cours. Voilà. Donc allez-y. C'est du bon. De toute façon, il n'y a que du bon ce mois-ci. Dommage pour vous, Inès et Kino. Encore un petit rappel. Pour une fois que c'est pas moi qui rate des trucs bons. Hein. T'as vu ça ? Ok, donc maintenant c'est au tour du Un pont entre les étoiles de Kyokyo Pon, Seinen, un tome en cours chez Akata. Alors je voudrais déjà m'excuser auprès de nos auditeurs parce que c'est la première fois qu'on fait une entorse au règlement. Ça ne se reproduira plus. En fait, je pensais que ce titre-là, vu le nom de l'auteur et vu le sujet, était chinois. Ou qu'il y a un Chinois qui avait émigré au Japon. Que nenni. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, le titre qui est hors Japon qu'on utilise chaque mois, pour le coup, là, je me suis planté, c'en est pas un. Donc, Le pont entre les étoiles, que Nico aussi a voulu mettre, c'est un titre japonais, c'est un manga japonais. Donc, ce mois-ci, vous avez 5 titres japonais, vous n'avez pas de coréen ni chinois. Aussi, parce que j'étais persuadé que c'était un titre chinois. Eh ben non, vois-tu, j'ai un petit peu regardé sur mon boulot, j'ai regardé qui était l'auteur, et pas du tout. Ah merde. Mais connais-tu l'histoire de Tanabata, la fête des étoiles que l'on célèbre chaque été ? Dans la tradition Vega et Altaïr, la tisserande et le bouvier sont séparés par la Voie lactée. Mais dans l'histoire que je vais te raconter, ce n'est pas la rivière céleste qui éloigne ceux qui s'aiment. C'est quoi alors ? Eh bien, on verra plus tard, je vais vous le dire. En 1936, la petite Haru aime Nagasaki, sa ville natale. Malheureusement, elle doit quitter sa ville pour aller à Shanghai, en Chine, où son père a été nommé. Dans ce nouveau pays, elle va découvrir l'inconnu. Des gens, une culture, un ami, Xing. Mais sur fond de conflits sino-japonais, leur amitié va être mise à dure épreuve. Donc je pense qu'il faut préciser, avant qu'on analyse un peu le manga, qu'on débatte, voilà aussi pourquoi ça nous a mis sur la piste, c'est-à-dire que les Japonais ne parlent pas
on parle très rapidement dans leur cours d'histoire de ce sujet-là et ne prennent pas le temps de s'apesantir dessus parce que c'est... Et souvent dans le même sens. Voilà, dans notre histoire... Tous les pays ont une histoire comme ça, où ils ont du mal à reconnaître le mal qu'ils ont pu faire dans un autre pays. Et là, on sait très bien, d'ailleurs, j'en avais parlé d'un roman qui s'appelait Tokyo, où ça parlait justement du massacre en 1935, avec des cadavres, des charniers entiers qui avaient été brûlés. En Chine, dans les camps. Oui, je ne sais plus comment il s'appelle ce camp-là, très connu. Mais tout le monde voit de qui on pense, mais je ne sais plus. Et donc là, ça parle de la même période. Donc pour moi, voilà, c'est pour ça qu'on était parti aussi, je pense, en se disant, ça peut pas être un Japonais qui fait ça peut être qu'un Chinois. Mais en fait, non. Donc voilà. Donc ce qui est très intéressant dans ce manga, et ce qui saute à l'œil, bien évidemment, le dessin est magnifique. Et on a l'impression d'être sur un dessin sur papier canson. C'est vraiment superbe. Mais ce qui fait complètement sens avec ce côté papier canson, c'est qu'on est tout le long le point de vue d'une enfant, de la petite Haru. Donc quand on va découvrir le pays, au début, vu qu'elle a un regard d'enfant, elle va trouver les Chinois qui sont sales. Elle va les trouver en train de faire leurs besoins dans des tonneaux. On va la suivre en train de faire ses caprices parce qu'elle ne trouve plus les tatamis et les futons sur lesquels elle dormait au Japon. Mais aussi, pareil, au niveau réaction d'enfant, une incompréhension face au racisme. Elle va avoir un groupe d'enfants japonais immigrés là-bas qui vont maltraiter le petit Chinois Xin avec qui elle va devenir amie. Puis bien sûr, elle comprend pas la guerre. Et tout ça, c'est très intéressant parce que c'est le point de vue, encore une fois, d'une enfant sur une partie occultée de l'histoire japonaise. Et donc la réponse, donc, comme vous l'avez compris, de ce qui va séparer ces deux petits-enfants au fur et à mesure, parce que c'est une série qui est finie en 4 tomes, si je me souviens bien, ou 5, c'est bien évidemment, comme il le dit, « Ma patrie, elle que j'aimais tant, a réduit ton pays en cendres ». Donc c'est écrit en toutes lettres. Donc le sujet est posé, et les reproches qui vont avec aussi. Alors moi, une chose que j'ai adoré, c'est dès le début, attention, moi dès le début, c'était au-delà au-delà du décor, on pose tout de suite la relation entre ces deux petits personnages et c'est vraiment amené d'une façon incroyable. La rencontre onirique de Haru, donc la petite fille avec le petit Chinois, est grandiose parce que comme je vous l'ai dit, elle arrive dans le pays et elle voit tout ça. Les Chinois qui font caca, le pays qui est sale, tout ça. Et à un moment donné, elle est sur son balcon et elle voit des dessins qui tombent. Et les dessins qui tombent du ciel, comme s'ils tombaient du ciel en fait, c'est des dessins de ce qu'elle a vu en arrivant en Chine. Donc on est vraiment dans une scène complètement onirique et en fait c'est le petit Xin qu'elle va rencontrer, le petit Chinois qu'elle va devenir ami, qui est perché sur une arbre et ses dessins, parce qu'il aime beaucoup dessiner, s'envolent et c'est elle qui les retrouve comme ça. Donc c'est leur première rencontre à tous les deux. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment une superbe idée de rencontre. Donc là, vous vous rendez compte qu'on est bien dans quelque chose d'onirique et hyper poétique et ça marche super, super bien. Il y a une autre séquence un peu plus tard aussi où on a la petite qui elle va se perdre dans une bourgade qui est habitée que par des Chinois. Et ce qui est intéressant, c'est que là on voit que c'est du point de vue de japonais. Donc elle est dessinée avec des gros yeux et les Chinois sont dessinés avec des petits yeux, avec des visages un peu différents. Donc c'est marrant pour nous, souvent de France, où on pense, avec des amis qui je parle des fois, ils ont tous ces yeux bridés, ils se ressemblent tous, alors que pas du tout. Tu vois très bien quand tu regardes des films, quand tu connais la culture ou que tu connais les gens, tu te rends compte non, il y a des différences claires entre un Chinois, un Japonais, un Coréen. Puis alors après quand on parle en Thaïlande et tout là, ou en Malaisie, ça n'a plus rien à voir aussi. Donc là elle arrive et c'est vrai que là même le dessinateur dessine différemment les yeux de son personnage japonais et de ses personnages chinois. Et ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, quand elle va plus ou moins se perdre, elle va tomber la tête la première dans de la boue. Et donc elle va être sale et après elle va se retrouver au milieu de tous ces petits Chinois et en fait elle va être comme eux, sauf que pour signifier le malaise, le dessinateur va effacer le visage de tous les petits Chinois autour d'elle et ne dessiner que les contours des yeux pour signifier la peur en fait. Donc ça marche super bien. Pour rester sur le travail des visages, oui, il y a des travails des visages. J'ai parlé du dessin sur papier canson qui fait un peu à l'ancienne. On trouve aussi l'expression du visage. Nico, je sais pas ce que tu en as pensé, mais par exemple là, regarde, tu vois, avec le père comme ça. Quand il s'énerve, quand il s'énerve, on est vraiment sur du dessin à l'ancienne et ça marche magnifiquement bien. Donc gros travail sur les visages, mais c'est pas pour cela que les paysages et les arrière-plans sont en reste, pas du tout. L'arrivée du bateau, quand elle arrive. Voilà. Ce décor. Voilà. Il y a plein de moments où vous avez un décor tout détruit. On a l'impression qu'on ouvre un bouquin avec une photo de l'époque. C'est magnifique. Quand j'ai tourné
cette page, je suis arrivé là, Ouais. j'ai été soufflé. C'est ça. Je C'est ça. me suis dit, C'est ouais. ça. Et tout en style crayonné, en crayonné. C'est ça. C'est C'est époustouflant. superbe. C'est- Le port, voilà. le port avec les constructions occidentales, avec cette espèce d'ange là sur le côté, ça marche super bien. Et pour revenir à ma première, après je te laisse la parole, Nico, pour revenir à ce que j'avais dit tout au début, le côté années 80. Parce Oui. qu'on sait qu'on marche beaucoup dans la nostalgie. Là, ça va beaucoup plus loin qu'une simple nostalgie. Hein. C'est que la personne qui a écrit ce manga, qui l'a dessiné, utilise ce point de vue d'enfant, qui est simple et naïf dans ses émotions, et qui doit faire face à une réalité qui est dure, créée par qui? Par les adultes, parce que les adultes sont clairement irresponsables, comme chez un Steven Spielberg, et je vais en reparler juste après. Si vous vous rappelez, il y a la scène, alors c'est typiquement années 80, la scène où les petits japonais briment cassent la plume de Xing, parce que Xing aujourd'hui est dessinateur, le copain chinois, il lui casse sa plume, son objet le plus précieux, et là, Haru, quand elle va voir ça, la petite fille, la japonaise, elle va le prendre vraiment en pitié, puis elle va pas comprendre pourquoi il ne se défend pas. Et on va voir que plus tard, le seul moment où il va se défendre, le petit chinois, c'est quand les Japonais vont faire croire qu'ils sont en train de séquestrer la petite Haru. Et là, il va ne faire il va les démonter, comme on dit. Donc c'est vraiment très très années 80 dans ce genre de séquence. Et bien évidemment, un peu plus le setting fait penser. On pense juste à l'Empire du Soleil de Steven Spielberg avec le premier rôle de Christian Bale, avant de devenir le Batman, le Dark Knight, qui était tout gamin, plutôt insupportable. Attends, il était peut-être complètement tête à claque, mais c'est le rôle aussi. Donc dans l'Empire du Soleil, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu, de Spielberg. Donc on est vraiment dans ce genre de narration. Voilà. Nico, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus Ben, en fait, t'as tout dit. tout dit ce que j'allais dire. Surtout cette ambiance des années 80 qu'on retrouve dedans, dans les constructions. À un moment, quand la jeune fille, elle fait ses rêves de sa maison, qu'elle se voit travailler, qu'elle se voit dedans, elle se voit en adulte, elle voit ce côté où cette femme, et que tu vois là, ça fait très 80, on a l'impression d'avoir Ouais. du Georgie et compagnie, mais avec les C'est ça, cheveux tout noirs. à fait. Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment dans le côté réaliste des personnages, parce qu'ils ont les cheveux noirs, ou ils sont rasés, donc les cheveux sont à peine apparents, tondus, mais on reste dans ce côté, ils n'ont pas ce côté avec les cheveux dans n'importe quelle coiffe et autres. On est vraiment dans la mode de l'époque, on a les robes, on a ces imprimés, on a ces chapeaux, on a ces histoires de la guerre, on a ces histoires... C'est hyper intéressant, parce que ça nous rappelle je vais pas dire tant la véracité, mais le côté réaliste et surtout immersion, et surtout nous faire comprendre ce qui se passait et pourquoi on en est arrivé à certaines choses. Et c'est touchant, c'est beau, et c'est vraiment ce côté, comme tu disais, le seul moment où moi ça m'a fait un petit peu, c'est le côté un peu, ouais, voilà, il va devenir la nuit, la justice, je suis Chang, je suis me combattre pour sauver la gamine. Tu vois, c'est plutôt ça, c'est le bas chinois, donc... mais ça reste rigolo. Surtout, il aime les regards qui deviennent blancs. Il aime ce côté quand t'as l'impression de vide de son conscient pour passer qu'au mode inconscient, où là passe ce qui fait de lui quelqu'un, je ne vais pas dire un être humain, mais sa personnalité, pour passer à ce qu'il devient pour les autres. Et donc un sauveur, quelqu'un qui est là pour les autres, une personne qui a un autre regard que celui de la différence, aussi bien culturelle que physique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que alors, je le maîtrise pas complètement, je l'ai pas terminé, mais c'est pour ça que tu me disais au début, voilà. tu n'as pas terminé. C'est dommage. J'admets que oui, mais le problème c'est, alors je le disais à Stan, oui. j'ai eu cette semaine et la semaine dernière tellement de nouveautés qui sont arrivées, ça a été une telle semaine de fou que j'ai eu tellement de trucs à lire, tellement de services de presse, tellement de travaux, tellement que je l'ai pas terminé. Je suis désolé, je crois à chaque fois il y en a un que je lis pas ou que je lis moyen, et bah celui-ci c'est son et pourtant c'est celui qui m'a donné quand j'ai terminé entre guillemets par celui-là. Et ben c'est celui qui m'a donné le plus envie quand je suis arrivé dessus. Et là j'étais en train de passer les pages, et quand tu racontais ça, j'étais tombé dessus et ça m'a fait beaucoup rire. Donc c'est pour ça que sur le coup, il me donne vraiment envie de le terminer. Ok, alors Un pont entre les étoiles de Kyokkyopon, un tome en cours chez Akata. Donc c'est bien ça, c'est 4 tomes finis. Donc on attend les 3 prochains. Allez-y, vraiment. Alors, je sais pas où est-ce que ça va aller au niveau de la dureté. Ils l'ont mis en L, donc pour adultes. Pour Seinen, en tout cas, c'est Seinen chez Akata. Je pense que c'est même une œuvre qui est peut-être intéressante à lire. Avant quand même attendre les autres tomes pour le dire, mais c'est vrai que même pour des enfants d'un certain âge ou des jeunes collégiens, ça peut être intéressant. Ça, tu pourras conseiller à tes groupes scolaires qui viennent pour les clubs manga. Là. Je pense que c'est ça va dépendre combien il y aura de tomes en tout à ce moment-là. 4 C'est terminé en 4 ? Ah, j'ai eu 4. D'accord, j'ai pas entendu que tu as dit ça. Alors, tu sais, le pire dans tout ça, c'est que celui-ci, c'est celui que j'ai le moins enregistré,
quand j'étais au... Alors, tous les ans, ça fait 6 ans qu'on organise, que les éditeurs organisent, distributeurs, organisent une réunion super libraire. Et donc, ça fait 6 ans que j'y vais et que chaque année, je suis convié là-haut, ce qui me touche énormément. Et sur le coup, quand on nous l'avait présenté, je me rappelle très bien de ce titre, je me rappelle très bien de cette couve, mais je me rappelle absolument pas de la présentation. Qu'est-ce qu'il y avait dedans, ce qu'ils nous ont fait. C'était quoi? C'était 14 heures après le déj? Oh la vache. Non mais en plus c'est Bruno qui le présente, donc on l'aime bien, donc il est sympa. Mais le cheval. Punaise, quand tu nous en parles, il y a tellement... J'aime bien qu'on a en plus tellement de trucs à enregistrer qu'au bout d'un moment on n'enregistre plus. Oui. Donc c'est pour ça que celui-ci, il fait partie des rares que j'ai absolument pas enregistré. Et punaise. Et le pire, c'est que le pâté de Thésée, je l'avais complètement zappé aussi. Donc quand j'ai vu, je suis merde, il y avait ça. Ah ouais. Donc voilà, donc c'était très drôle et c'est pour ça que sur le coup, je pense que c'est celui que je regrette le plus de ne pas avoir lié. Ouais. Bah écoute, je confirme. Faut y aller. Et bah pareil, là c'est un manga que j'attendais, dont on va parler. Bizarrement, on se dit Stan, bizarre, du Kazé Shonen Up. Mais je sais pas, le regard sur la couve de ce personnage qui est en train de chuter, on a l'impression. Ça me dit il y a quelque chose de bien. Je feuillette, je dis le dessin, c'est une tuerie. Je parle de Hell's Paradise, de Yuji Kake. Un tome en cours chez Kazé. J'ai vraiment hâte de voir le deuxième pour le coup. Donc, qu'est-ce que c'est que Hell's Paradise? Bon, je pense qu'il est survendu, surmis en avant par Kazé. Hein. N'est-ce pas Nico? Je pense, il y croit. Hein. Légèrement, très 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 légèrement. Donc c'est quoi la petite citation? C'est cette mission, on va voir de quoi on parle, cette mission ressemble à un kodoku. C'est un pot empoisonné. Au fil du temps, il ne reste que les insectes. Donc en fait, c'est un pot dans lequel on met tous les insectes venimeux. C'est une malédiction. Et au fil du temps, dans ce pot, bien évidemment, tous les insectes s'entretuent avec leur poison et il ne reste que le poison le plus puissant. Alors, ça venait en fait d'une malédiction qui était utilisée à l'époque pour faire de la magie noire. Et pour être sûr que le sort soit le plus efficace possible, on mettait dans un pot tous les pires insectes et autres. Et au bout d'un moment, pour voir, on y mettait même les animaux ou autres, les plus dangereux qui s'endossaient et compagnie. Et ceux qui restaient au bout d'un moment, les plus dangereux, les plus puissants, les plus grands, ceux qui avaient ce côté dangerosité, on le ferait en sacrifice pendant un rite pour lancer une malédiction sur quelqu'un. D'accord. Ok. Merci pour la précision. Donc notre personnage principal s'appelle Gabimaru, le vide, surnommé le vide. C'est un shinobi condamné à mort, à qui la mort ne fait pas peur. Il est vide, sans but apparent. Mais aucun bourreau, aucun moyen d'exécution ne parvient à le tuer. C'est alors qu'une intrigante exécutrice, Sagiri, de la famille Asaemon, il y a des familles dans différents corps de métier, c'est une exécutrice, sa famille c'est Asaemon, elle lui propose alors d'être gracié si il arrive à ramener l'élixir d'immortalité de ce qu'ils appellent l'au-delà. L'au-delà pour eux c'est l'île de Sokavati. Elle seule a su déceler en lui la motivation, parce que vraiment il a l'air complètement amorphe, complètement... Oui, complètement, voilà, comme s'il n'avait plus de vie à l'intérieur. Elle va découvrir ce qui va le pousser à rester en vie. C'est que, même si au début il dit que sa femme est morte, que nenni, sa femme n'est pas morte, et il l'aime énormément, contrairement à ce qu'il veut laisser apparaître au début. Et c'est elle aussi qui va lui donner cette espèce de précepte, de respect de la vie, on va dire ça comme ça, qui vont le pousser à accepter la mission et à pouvoir essayer de retrouver, en tout cas, sa femme. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'auteur, parce qu'il sort pas de n'importe où cet auteur, même s'il n'a pas fait énormément de choses avant. En 2009, il a reçu la mention honorable pour le prix du SQ Comic Grand Prix avec son one-shot qui s'appelait Omoide Zeikan. Et puis ensuite, sa première série qui s'appelle Fantasma, qui a commencé en 2013, pareil dans le Jump SQ. Et ensuite, il a fait 2 one-shots. Bien remarqué aussi, toujours très, très fidèle à Jump SQ. Voilà, et puis après il a fait Crown aussi, qui est sa deuxième série, et enfin Hell's Paradise, qui a été publié dans le Shonen Jump Plus. Et qu'est-ce qui est publié dans le Shonen Jump Plus, donc la version internet de Shonen Jump? Le manga de Tiers-Monde.
Nako. Ouais, Oui, mon copain. ouais. Ouais, tu vois, hein, voilà. Pour ceux qui veulent, allez voir sur la chaîne Jump Plus, vous pouvez lire plein Oui. sur internet, c'est vachement cool. Ouais. C'est une Jump qui le met à disposition pour le lire, donc vous pouvez en voir. Et si vous n'êtes pas trop à voir des trucs en japonais, normalement, alors je sais que moi à l'époque quand j'avais été IDT, il y a un logiciel que vous pouvez télécharger et qui vous permet de voir dans plusieurs langues directement sympa. les chapitres mis sur la chaîne Jump. D'accord. Et donc moi je les ai regardés, comme j'ai vu aussi bien des animes que lire des bouquins en français qui D'accord. étaient mis directement par éditeur. Et Ok. ça c'est cool. Ok. Bah continue, garde le micro. Tu veux peut-être parler là, vas-y. Alors, moi c'est simple, j'ai beaucoup aimé comme j'ai trouvé extrêmement ridicule. Oui. À la fin surtout, non? Ouais, d'accord. Vas-y, vas-y. En fait, vous prenez les défauts d'un Kenshin avec des défauts d'un Kyo aux yeux de démon et c'est ce que vous avez à la fin. Et pourtant, l'idée est bonne, l'idée est cool, on se marre bien. On a le côté bien shonen, bien On peut bourrin, dire ça bien le comme ça, côté ouais. mort bien abouti ou sur le côté un peu c'est à la Kyo, donc ça veut dire qu'il y a des morts tout le temps, sauf que là on vous dit bah, on va chercher les pires salopards qui sont condamnés à mort et on va leur donner la même mission, c'est d'aller sur une île qui est apparemment l'île du paradis pour chercher la potion d'immortalité. Alors jusque là tout va bien, sauf que les mecs qu'on envoie là-haut, alors je sais bien que ce sont les gros billes, mais le gars il s'est cousu sur toute la peau des protections, des boucliers en truc, surtout le truc il se sert de toutes les armes. Tu vois ça, tu fais ouais, tiens, ça me rappelle un peu le côté un peu ce qu'il y a dans Kenshin, tu vois les grands méchants qui C'est sont complètement inspiré par Kenshin. ah Ah, ouais, totalement. d'accord. Mais c'est ça qui est aussi problématique, c'est que c'est inspiré par Kenshin, oui, mais aussi les mauvais côtés de Kenshin, surtout la dernière saison de Kenshin. Donc au bout d'un moment, on se dit punaise, mais on l'a déjà vu 14 fois sur le truc et ça marche moyen. Donc, et après, on se voit des trucs, on fait ok, il n'y a pas des super pouvoirs, mais c'est le côté un peu ouais, c'est à la Kyo, oui, mais punaise, on l'a déjà vu 14 fois et ça marche moyen. Donc les moments où qui sont vraiment amenés avec ce côté un peu sur cette île où quand il y a un papillon qui pique la main, le mec qui se coupe la main qui tombe par terre, qui devient un truc, tu fais ok. Tu vois des créatures géantes, tu vois des trucs, tu fais ok. Donc tu te retrouves vraiment, tu as l'impression que tu es sur l'île des Kami. C'est même pas ouais, c'est ça, c'est est-ce que le paradis aurait un goût d'enfer? Est-ce que ça serait voilà. It's Paradise, hein, c'est le titre. Hein. Exactement ça. Et ben c'est dans cet esprit-là. Donc c'est pour ça qu'il est cool. Ah, moi je me suis éclaté du début à la fin, je me suis éclaté. Mais les moments où c'était la facilité scénaristique de l'écriture qui me faisait penser du Kenshin, j'aimerais me dire oh punaise, t'as pas autre chose à nous vendre, mec. Donc voilà. Mais sinon, c'était génial. Ouais. Je me suis bien amusé. Ah ouais, de toute façon, oui, tout à fait. Le parallèle avec Kenshin est inévitable. Trop inévitable. Et moi, ça me dérange pas parce que quand j'ai repris le manga, c'est la première série, je parle série, que j'ai lu et j'ai passé un super moment. J'étais à fond, j'ai acheté les tomes après tome après tome et c'était vraiment. Ouais, je pouvais pas décrocher. Donc du coup, Ne moi, ça cherchez m'a pas plu. sur internet ce que fait actuellement l'auteur. Oui, on le sait. Mais il est sorti, c'est bon, il a été gracié, non pas gracié, il a été reconnu coupable, mais bon. Il a demandé pardon. C'est important de demander pardon. Ouais, c'est ça. Bon, Du trou aussi, il a demandé pardon. ouais, c'est ça. Bon, le Chara Design, pour moi, c'est la première chose, comme je t'ai dit, qui m'a plu sur la couve. Et quand j'ai feuilleté, j'ai trouvé ça très efficace. C'est pas super original, on est d'accord. Peut-être à part, j'aime bien cette séquence, tu sais, où t'as tous les condamnés qui ont une feuille qui est accrochée sur le Ouais. mur pour pas qu'on voit leur visage. C'est très marquant en termes d'image, ça marche super bien. Et c'est un peu. Et puis aussi, au niveau du Chara Design, il y a un gros effort. On en parlait tout à l'heure sur le pont entre les étoiles. Il y a un gros effort aussi dans une espèce de réinterprétation des vêtements de l'époque Edo. C'est toujours d'Edo, on en parlera. C'est vrai que tu parlais de facilité, il y en a d'autres encore. Mais là, en tout cas, je trouve qu'il fait un beau travail sur les costumes. Les techniques ninja, bien évidemment, parce que n'oublions pas que c'est un manga de ninja. Et ces techniques, même si pour l'instant il y a des ellipses, on voit juste en gros qu'il est en train une espèce de fumée ou de flammes qui partent de son corps. Et hop, ellipse après, puis on voit le résultat, tout le monde est mort. On voit pas encore vraiment comment les techniques s'accomplissent. Voilà. On sent quand même qu'il y a une vraie puissance. Puis ouais, comme je te dis, le dessin de ces séquences-là marche le dessin super bien. est puissant. Ah oui, Il a une vraie puissance. puissance dans son écriture, dans sa plume, dans ses mises en scène, dans ses découpages, dans ses proportions, dans ses cadrages. À un moment, on voit le personnage un peu de haut comme ça quand il commence à s'énerver avec ce côté. En plus, avec ses mains toujours attachées. Ouais. Et tu te dis,
alors sans armes, attaché, il est capable de faire ça. Qu'est-ce que c'est quand il va libérer 100% de son potentiel Exactement. et qu'il va vraiment s'énerver. Et j'ai hâte de Ce qui est voir. intéressant, c'est ce personnage un peu toujours pareil, un peu taciturne, un peu qui est sans motivation, désinvolte, on va chercher le terme, désinvolte, et puis qui en fait, comme Kenshin pareil, qui en fait aime sa femme, mais qui au début ne va pas trop se le reconnaître, mais qui va être sa motivation au final pour s'en sortir et puis pour accomplir les missions. Ça j'aime beaucoup, ça marche toujours sur moi en tout cas. Et puis j'aime la relation qu'il va avoir avec son exécutrice, parce que tous, voilà, on l'a pas dit, mais ils arrivent sur l'île, tous ces tueurs là, et donc c'est un battle royale, hein. Ils arrivent tous sur l'île, ils vont devoir trouver justement comment ça s'appelle La potion d'immortalité. la potion d'immortalité, mais il faut faire aussi qu'il y en a qu'un qui peut en ressortir. Donc en fait ils vont tous s'entretuer. Donc certains vont commencer même par s'entretuer avant d'aller chercher la potion. Et ça, c'est très drôle. Et ça, franchement, ça, j'ai trouvé c'est ça drôle. funky. C'est drôle, et moi ce que j'aime aussi, c'est le côté binôme. Ça, on l'a pas dans Kenshin, il me semble. Tu vois, ce côté binôme, tu as l'exécutrice qui obligatoirement doit marcher avec le meurtrier avec lequel elle a été mise en binôme. Et ça, je trouve que ça marche vachement bien. Et nos deux personnages marchent bien parce que là, on parle beaucoup de notre personnage principal, mais le personnage de Sagiri, donc cette femme, est complètement hantée par ses démons et par le fait qu'elle vient d'une famille d'exécuteurs et qu'à l'époque, bien évidemment, les femmes n'étaient pas exécutrices. Les femmes restaient à la maison et s'occupaient du foyer. Et ça, on le voit aussi avec la femme de notre personnage principal, ou même le chef du clan. Parce qu'en fait, la femme de notre personnage principal est la fille du chef du clan. Ninja. Et en fait, pour pas que sa fille aille trop traîner dehors et aspire à autre chose, il va carrément lui balafrer le visage, quoi. Hein, voilà. Il brûle le visage littéralement. Exactement. Donc on voit un petit peu le statut de la femme, et je trouve ça assez intéressant. C'est pas un racoleur, ce sujet de l'émancipation de la femme, et ça, pour moi ça marche super bien. Et on voit donc, pour revenir à l'exécutrice, c'est cette femme qui est hantée et qui n'a peur d'être pas à la hauteur de son clan. Et on voit littéralement des images intérieures, voilà, le poids des morts qui l'entraîne. Et donc au début tu la vois toute nue, puis en fait tu te rends compte qu'il y a tous les morts qui grimpent sur son corps, etc. C'est extrêmement bien fait. Pour moi ça marche très très bien. Et puis dernière chose que je voulais dire aussi, et pour moi ça sera le point positif, négatif. Et ce sont les Japonais, on parle des Américains de leur série à recettes. Les Japonais sont bien les numéros 1 de la recette. Tu sais, quand ils vont sortir un manga, tu vas voir l'animé, tu sais que tu vas voir le jeu vidéo si ça marche. Bref, il marche. Tout est extrêmement codifié dans une sortie de manga et dans les ingrédients que tu vas mettre dedans. Là, tu as tout ce qui est dans l'air du temps. Tu as un Battle Royale. Voilà. Hein, quel est le jeu le plus joué? Fortnite. Les Redo, ça, tu sors ça, les occidentaux, toujours, tout le monde aime ça. Le ninja. Voilà. Là, le ninja maudit par son immortalité, ça on a déjà vu aussi. Donc voilà, là tu as les 3 ingrédients principaux qui fait que tu sais, si tu sors un manga comme ça va faire des ventes. Nico, est-ce que ça se vend bien? C'est une sacrée punaise de putain de vente. Ah voilà. C'est l'évidence même. Et pour, je vais terminer sur ce que tu as dit, hein, sans dire c'est le final me fait peur pour la suite. Oui. C'est du grand n'importe quoi. Le design des monstres, c'est du grand n'importe quoi. Non, ça me fait penser vraiment aux kami qu'on avait dans les films des années 90. On avait vraiment ah oui, carrément. Avec des pics qui sortent des yeux. Oui, avec les énormes lobes qui descendent énormément, avec des trucs bizarres, avec des trucs dans les yeux qui ressortent à moitié, comme si tu avais des mains qui sortaient des yeux. Oui, ce sont vraiment les kami qu'on avait dans les créatures, dans les monstres qu'on avait dans les films des années 90. Ouais. On avait ça. Donc moi je retrouve vraiment cette ambiance-là. J'ai même ce sentiment pour ceux qui ont vu de retrouver un peu cette ambiance, comment dire ça, Ninja Scroll et compagnie. Oui, donc c'est vachement intéressant. C'est pour ça que sur le coup, adulte quand même. Hein. Voilà, mais en moins adulte, on est tout à fait d'accord. Mais je trouvais ça intéressant de retrouver ces ambiances-là, et ça m'a redonné un peu le côté à me dire comment vous avez interprété ce côté-là aujourd'hui avec les codes des shonen d'aujourd'hui. Ouais. Shonen Up, hein, parce que ça reste quand même très, très adulte. Pour moi, j'ai été méchant dans ma conclusion. Je dis pour moi, c'est un Black Torch réussi. Non, parce que Black Torch, ça marche aussi. Ouais, mais Black Torch a été torché. Hein. C'est vrai, c'est terminé d'ailleurs. 5 tomes terminés. Ouais, oui. Vous vous rendez compte que c'est quand tu vois la couve du dessin, c'est pas, ils sont pas en train de danser sur le dernier? Ouais, non, ça c'est l'avant-dernier. La vache. D'accord. Là, pour le coup, je sais pas combien. Je sais pas le tome 2 sur le 9 mai de Hell's Paradise en France. Je sais plus, j'ai oublié de regarder combien il y a de tomes au Japon. Mais j'espère que ça sera mieux. En tout cas, moi, j'ai plus apprécié Hell's Paradise très clairement que Black Torch, pour le dessin, pour le côté Edo. Hein, voilà, hein, je nie pas j'ai grandi avec ça et ça marche toujours sur moi, ce côté Edo, ce côté ninja où ça jarte et tout, où ça charcle, pardon. Donc j'ai aimé, je pense que je vais continuer ce shonen là, et puis mon petit plaisir coupable, Dr Stone, c'est complètement nul mais j'aime bien quand même. Je pense que je continuerai ces 2 petits là.
Voilà, un tome en cours chez Kazé, tome 2 sort le 9 mai. Tu voulais dire autre chose? Oui, j'ai reçu. Alors, on reçoit souvent des services de presse et tout comme ça, rigolo, Ouais. la boutique et tout ça. Et là, Kazé m'a envoyé un truc. Je pense que je donnerai à Stan la photo pour qu'il puisse vous le montrer. Et j'aurais peut-être, on va voir, je lancerai peut-être un concours la prochaine fois avec un petit jeu, parce que j'ai déjà des idées sur 2-3 trucs. Mais j'ai eu 2 boîtes. De Hell's Paradise avec un t-shirt à l'intérieur. Laisse tomber, c'est pour nous. C'était trop Faut arrêter de cool. tout donner, t'es trop généreux, Nico. Avec un bouquin, donc il y a le bouquin Hell's Paradise dedans, Ouais. et surtout il y a 2 trucs. Alors déjà la boîte, quand vous la dépliez, ça fait une sorte de carte comme ça géant, ça fait super beau, Ouais. c'est magnifique. Et quand vous la fermez, ça se remplit, ça se referme sur elle comme l'œil comme le masque de Sarutobi dans comment ça s'appelle, dans Naruto, le truc qui est bizarre là, sur son œil. Bah, ça Oui. donne cet effet là. Ouais. Quand c'est fermé, donc c'est vraiment cool. Non mais c'est magnifique. Il y a des sortes de pétales à l'intérieur pour les trucs des fleurs quand les gens sont maudits, se transforment en plantes. Et il y a le petit embout pour mettre la petite fiole pour mettre la potion d'immortalité Ouais, c'est dedans. ça. Écoute, il m'a mis sur le cul. Il m'a vraiment mis là-dessus. Donc je pense que je vais bientôt faire gagner. Kazé mettre le paquet. Hein. Ah ouais, quasi ils mettent là-dessus. Promesse Et là, Neverland, ça. Promesse, oh là là. Le truc que t'as bien aimé, la Fire Punch là. Fire Punch. C'est terminé, ça Oui, c'est fermé. Là, il y a Jagan qui commence. Jagan. Ah, Jagan. Ah, ils y voilà. vont. Et le tome Ils ont 2, du lourd, hein. le tome 2 de Jagan, si moi, j'adore, comme encore une fois, je vous l'ai toujours dit, ce qui est sale, ce qui est trash, C'est qui est complètement débile, hein. C'est ce qui va Ouais. plus, moi, c'est quoi, j'étais Sauf mort que de dans rire. le tome 2, Ouais. le côté trash, sale et malsain monte d'un up Encore énorme. Oh oui. D'accord. Qu'est-ce qui est de plus sale et plus trash que ce que tu peux s'imaginer dans un moment? Ouais, mais ça sert à quelque chose? Non, c'est Alors, gratuit. C'est pas vraiment gratuit. Dans Jagan, par exemple, il y a un personnage qui est un voyeur. Et le truc, c'est que ce mec, Ouais. mais non, justement, il n'a rien. Le mec est une daube. Le mec, il est petit, il est pas courageux. Il Ça est. compte les petits. Non, justement, non, c'est pas ça. On est d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il se sent petit face aux autres. Il se sent maigre, il se sent moche, il se sent insipide, il se sent fermé. Et en fait, ce gars-là, ce qu'il fait, c'est que c'est un stalker. Il épie des gens, il rentre chez les gens pour mettre des caméras, pour les épier, pour enregistrer, pour se masturber dans des vidéos qu'il regarde et D'accord. compagnie. Qu'est-ce qui se passe le jour où il pense tomber amoureux et que son amour tombe en ruine? Et que en plus il est possédé par une grenouille et qui va devenir comme Jagan une créature. Et ben qu'est-ce que ça va donner? Et ben dites-vous que ça va devenir des trucs horribles. Ça va devenir l'ennemi principal? Pas forcément, Non. mais l'ennemi principal des femmes, on va dire que oui. Oui, c'est clair. Voilà. D'accord. Donc mais c'est voilà, c'est pour ça que il y a une manière et manière, mais c'est vrai que là sur le coup, ouf, voilà. Ok. Bon, ben, on verra, hein, Jagan. Donc, on parlait de Kazé, hein, en fait, hein, parce que Kazé est aussi l'éditeur en France de Hell's Paradise. Voilà, donc c'est pour ça qu'on faisait une petite aparté sur Kazé Manga et leurs grosses sorties de ces derniers temps. Pas tous les mois, et tous les 3 mois, et au moins, ils ont un truc incroyable, une grosse sortie. Enfin, incroyable. En tout cas, un truc au potentiel commercial énorme. Normal. Pour ceux qui sont pas au courant ou qui ont oublié, je le rappelle, Kazé a été racheté, enfin Azuka à l'époque, a été racheté par Viz Media qui appartient à 50% au Shonen Jump. Shonen Jump. Voilà, donc tout ce que vous trouvez dans le Shonen Jump qui est une bombe atomique qui va tout déchirer, il y a 90% de chances que ça sorte chez Kazé. En Voilà. l'occurrence, là, Hell's Paradise fait un putain de carton au Japon, et ben il fait un putain de carton chez nous. Voilà, exactement. Merci pour, encore une fois, cet éclaircissement. Et nous terminons avec Candy and Cigarettes de Tomonori Inoue. Seinen, un tome en cours chez Casterman. Ah, il a aimé Nico, apparemment. Ah, je me suis éclaté dessus. Pour devenir un tueur, il faut commencer par se tuer soi-même. C'est la petite fille dont on va parler juste après qui dit ça. Raizo est un garde du corps fraîchement retraité. C'est un vieux monsieur. Il est super bien dessiné d'ailleurs, comme un vieux papy. Oh, j'adore. La Miyazaki à l'ancienne, j'adore. Afin de payer les soins de son petit-fils Shota, touché par l'encéphalite léthargique de Chesterton, il cumule les petits aberaito, les petits boulots de rien du tout. Jusqu'au jour où il tombe sur l'annonce de l'agence SS, merci pour le nom, qui propose 1 million de yens de salaire. Cette agence a ses locaux dans la boutique d'une librairie qui s'appelle le Horla Lee. Et pour cause, ce sont des tueurs à gages. Des hors-la-loi. Hors-la-loi. Mais il n'est pas au bout de ses surprises, car il devra faire équipe avec Miharu, donc la petite dont je vous ai parlé juste au début, qui est une tueuse à gages de 11 ans. Merci. Donc c'est l'auteur de Copelion,
inédit en France en manga, mais il me semble qu'on peut trouver l'animé. Clairement, et c'est écrit sur le rabat, c'est écrit noir sur blanc, c'est écrit voilà Candy and Cigarettes, et entre parenthèses c'est écrit Hit Girl. Très clairement, on est en face d'un Hit Girl, hein, pour ceux qui connaissent l'univers de comment s'appelle le super-héros là, Kick-Ass, qui n'a pas de pouvoir. Kick-Ass et Hit Girl, voilà, on est clairement dans ces références là. J'étais parti sur autre chose, moi. Ah, t'es parti sur, d'accord. J'étais sur Nikita et compagnie. J'étais quoi Donc clairement, c'est rien qu'on n'a pas déjà vu ailleurs, mais c'est efficacement beau, j'ai envie de dire. Ah bah, c'est pour ça quand je l'ai eu, je t'ai dit, je voudrais le mettre. Ouais, c'est toi qui me l'as dit. Ah, faut comme ça, ça va être bien. Et j'avais déjà vu la couve parce que je suis Casterman sur internet et la couve donne envie. Ah oui, Petite gamine sur cette chaise avec son pistolet silencieux, ça donne envie. Je commence ? Vas-y. Alors, comme je vous l'ai dit, pour continuer sur le côté classique mais efficace, moteur narratif des personnages, motivation narrative classique mais efficace. Papy veut gagner de l'argent pour sauver son petit-fils qui est mourant. Et Miharu veut venger sa famille qui a été assassinée alors qu'elle devait avoir 7 ans. Et on sent qu'un troisième motif va naître. Reizo, donc le vieux monsieur, va s'attacher à Miharu comme si c'était sa propre petite fille. Et c'est pour ça qu'il va faire des boulots qui, à la base, même s'il était garde du corps, il n'a pas envie d'aller, il n'a pas envie de tuer à gage, il n'a pas envie de tuer des gens pour de l'argent. Mais il va le faire pour sauver et guérir son petit-fils, et il va le faire pour protéger aussi la petite Miharu qui apparemment n'a pas trop besoin d'être protégée vu comment elle est efficace, cette gamine de 11 ans. Qu'est-ce que je peux dire ? Oui, le passé de Miharu qu'on apprend par des articles de journaux, et puis bien évidemment la chef du Horla, une femme à forte poitrine qui est derrière la librairie, qui est là. Bon, ce personnage pour l'instant est un peu cliché, hein, la petite à lunettes, forte poitrine. On va voir ce que ça va donner plus tard. C'est pas ouf. Ce que j'aime bien, c'est ces mangas là qu'on voit depuis quelques années avec des héros qui sont vieux. Oui. Hein, Kino, t'es content parce que c'est une des raisons pour lesquelles il avait aimé Silverwolf. Voilà. Et pourquoi j'adore Silverwolf. Voilà. Et là, on arrive encore avec un vieux héros avec un visage bien old school. Je trouve que ça fait c'est des vieux un petit peu à la Urasawa, à la Miyazaki, c'est des traits comme ça très angulaires. Ça marche super bien. D'ailleurs, l'auteur revendique son influence Urasawa. Apparemment, il aime beaucoup Urasawa. Et c'est vraiment une influence pour lui dans le manga. Et d'ailleurs, on voit, regarde ici, le petit gamin, là, on a vraiment l'impression de voir Johan quand il est Monster, quand il opère. Oui, j'ai eu exactement la même. Le même donc là, on est vraiment là-dedans. Voilà. Et puis pour moi, le point négatif, parce que j'ai passé un plutôt bon moment, hein, c'est ce type de manga ou d'œuvre où en fait, tu as un petit peu trop de références qui te sont jetées au visage. Donc là, je vous dis là-bas, là, c'est écrit Hit Girl. La gamine porte une casquette où c'est écrit Pulp. Au niveau des dessins d'entre chapitres, tu as un dessin qui est carrément une référence ou une copie de Bonnie and Clyde. Donc voilà, tu sens que le mec il est en train de te dire voilà toutes les influences que j'ai eues et voilà ce que je suis en train de te raconter comme histoire. Puis pareil, tu as Lolita aussi, les mêmes lunettes en forme de cœur avec le petit chapeau, la petite robe, la gamine. Donc ça c'est peut-être pas super nécessaire. J'ai toujours un peu de mal avec ces auteurs qui se sentent obligés de citer leurs références. Et pour moi le dernier point, et là pour le coup c'est un peu plus sérieux, lorsque le papy va exécuter son premier contrat, il arrive dans un hôtel et puis il trouve déjà les personnages, tout le monde est mort, et après on voit la gamine qui sort de la salle de bain qui est en petite culotte. On rappelle qu'elle a quand même 11 ans, tu vois, avec un gros plan sur ses fesses, avec le pistolet au niveau de l'arrêt des fesses. Moi, personnellement, je trouve ça dérangeant, tu vois. Une gamine de 11 ans, tu mets ça un petit peu trop en avant. Surtout qu'ils jouent beaucoup sur le côté quiproquo. Les positions un peu pas lascives, mais un peu dérangeantes. Moi, ça m'a un peu dérangé au niveau de la lecture. C'est vraiment le truc... surtout qu'on sait qu'au Japon, c'est un peu just au niveau de la pédophilie là-haut. Ça m'a un peu... Voilà, ça m'a un peu dérangé. Ça et ce que j'ai dit juste avant, les influences qui sont un peu trop mises au visage du lecteur. Et puis voilà, pourquoi est-ce qu'il s'appelle SS aussi ? Bon, bref. Service secret. Oui, j'en doute. Voilà. Bon, vas-y Nico, toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Non, alors moi les références, justement, moi le contraire. Ça t'a plu ? Moi les références, toi, ça m'a amusé. J'aime bien, vous savez bien, j'aime bien les trucs, les petits clins d'œil à l'avant ou des comme ça, ou que ce soit pas que, mais qu'on s'en sert un petit peu pour faire un petit clin d'œil. Ouais. Moi j'ai retrouvé un peu l'ambiance. Moi ça m'a fait vraiment penser beaucoup. On l'avait beaucoup
beaucoup ça dans Lupin, par exemple. On avait beaucoup de Oui, clins d'œil. Et moi, ça tout à me fait, fait penser à tout à ça. fait. Avec ce côté un peu clin d'œil de Lupin, avec ce qu'on peut y voir. C'est pour ça que moi, ça va donner un peu ce côté. On rigole bien, on a le petit moment où tu vois le petit truc, tu fais ah ouais, tiens. Parce que n'importe qui peut avoir une casquette ou un t-shirt sur un truc particulier et qui peut amener à. Et c'est pour ça que sur le coup, moi, ça m'a justement pas trop dérangé. Au contraire, ça m'a donné un peu plus le côté vie des jeunes qui peuvent avoir un vêtement ou un truc qui fait penser à. Le seul petit truc qui... alors effectivement, le côté... Ce ton deuxième point que tu avais trouvé moyen, c'était cette scène-là. Je me suis dit, elle n'a pas un grand intérêt. Et en plus, il rentre, elle le voit et normalement avec les cadavres, même si elle sait que c'est qu'un nettoyeur qui doit venir, déjà elle vient, elle est plus sur la préparation. Là, elle arrive tranquille ou pépérou. Ouais, j'ai mon flingue, je peux le sortir au dernier moment si je dois me défendre, mais ouais, moyen, ça tue. Ouais, ça aurait pu être mis en scène différemment. Voilà. Clairement. Après, ce que j'ai bien aimé, c'était le côté plutôt vie de cette gamine. Parce qu'on se dit, attends, une gamine qui va être encore tueuse, elle a encore un machin avec son flingue silencieux. Ouais. J'en ai pas parlé, vas-y. Quand vas-y. tu commences à découvrir, ce que là, c'est le seul moment où j'ai apprécié la fille à gros seins qui est dans le comptoir, c'est quand justement on a l'explication de la jeunesse de gamine. Ouais. Et quand on a ce moment-là où tu la vois danser comme ça dans le parc, où elle apprend des trucs de gamine, Tu te rends compte que c'est une petite fille. C'est une petite fille. Quand elle est pas au boulot, c'est une petite fille Voilà. normale. Et quand Lambda. tu apprends pourquoi elle fait ce métier, comment elle en est arrivée là, et les conséquences que ça a eu sur elle, tu comprends comment elle peut faire ça. Tu te rends compte que pendant plusieurs années, elle a été surentraînée pour utiliser une arme qui soit à sa portée, qui soit pas trop puissante, mais qui marche très bien pour tuer les gens, et qu'on a juste besoin. Parce qu'effectivement, on va dire, une flingue, attends, une gamine de 11 ans, elle prend un flingue, elle tire, son bras, il part en morceaux. Non, le flingue qu'elle a, avec la marque que c'est un flingue qui est pas très puissant, mais qui marche à courte distance, et compagnie. Il sait de quoi il parle. Hein. Dans Carrément. son sous-sol, il a plein de flingues. Et donc, c'est pour ça que sur le coup, j'ai trouvé ça bien intéressant sur comment c'est montré. Pareil, le rapport du vieux. Le vieux, on apprend qu'il était garde du corps. Et après, on s'est jamais posé la question. Qui s'est posé la question de se dire, attends, un garde du corps, il entend toutes les saloperies des mecs qui doivent défendre. Si c'est des gros pourris, il doit entendre leur marché ou leurs problèmes ou machin. Et il explique bien à un moment, il était plus concentré à devoir regarder à droite à gauche, voir que personne vient attaquer ces gens. Mais qu'en fait, il savait ce qu'il faisait. Il savait ce que c'était, il connaissait les pourris que c'était, mais il était obligé de les défendre. Ouais. Et donc tu vois aussi, tu te mets à de la place d'autres personnes et tu comprends certaines visions des choses, donc tu vois des choses différemment derrière. Et c'est vraiment pas mal. Moi, c'est pas le manga de l'année, mais Candy Cigarette, ce côté Candide avec cette gamine toute mignonnette qui a ça mais qui est une tueuse, et lui Cigarette, le côté varoudeur, mais en même temps c'est un papy gâteau parce qu'il veut faire ça pour ses enfants, pour son petit enfant, pour son petit-fils. Moi je trouve ça génial. Et surtout, je crois que c'est en 405 tomes, c'est fini. Non, c'est 4 tomes en cours au Japon. Ah, c'est en cours. Ah merde, je pensais que c'était fini, tu vois. J'étais persuadé que c'était terminé. Ah merde, j'ai mauvais souvenir. Mais en tout cas, ouais, je me suis éclaté. La seule chose, moi, qui m'a dérangé, c'est le côté, allez, rédemption du vieux pour la petite qui veut la sauver, la protéger, trouver. Et ce côté rédemption, ça m'a saoulé. Oui, c'est parce que c'est un ancien flic, il ne veut pas tuer, donc il veut faire... Non mec, t'as arrêté d'être flic depuis longtemps, tu es devenu garde du corps, t'as vu des saloperies, t'as dû combattre et tuer des gens, tu fais partie dessus. Donc devoir jouer la carte de la rédemption des autres pour aider, pour faire une vivre, j'ai l'impression que demain ça va se finir, le happy end, il va partir avec elle, va devenir un peu la petite fille modèle, et qu'elle va faire le truc exceptionnel mais que personne ne va voir, que lui va la regarder, il va faire... Et elle va repartir en mode fin, ça va être un beau soleil, ils vont partir, on va manger une pizza ce soir. Voilà, peut-être t'as l'impression que ça va être ça. Et je trouve ça dommage. Donc avoir ce côté rédemption, ça me saoule. La rédemption qui arrive par le fur et à mesure de la chose, qui va avoir peut-être, parce qu'au bout d'un moment, ça va venir comme ça, parce qu'elle va en avoir aussi, elle va être tellement amoureuse de lui comme un papy. Donc ça sera l'amour qu'on porte à son grand-père, et que lui, son amour qu'il porte à sa petite fille, ça va être plutôt ça là derrière. Peut-être. Mais là, sur le coup, voilà. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu... voilà. Mais c'est le seul truc, moi, qui m'a déplu. Après, le reste, non, j'ai adoré, je me suis éclaté. Quand ils sont dans la ruelle, à ce moment avec l'ombre où elle s'est cachée derrière et qui lui dit il y en a 3 à gauche, 4 à droite, elle se retrouve tout ça. Et c'est marrant, c'est drôle. Elle lui dit va chercher la camionnette parce qu'il faut enlever les corps. Donc lui, il est obligé de partir chercher, nettoyer. Mais c'est drôle. Et ça, c'est un moment que ça m'a plu. Ça m'a vraiment plu. Ah ouais, non, puis pareil, le dessin marche très bien. Ouais. Non, c'est sympa. C'est sympa. Donc voilà, c'est Candy and Cigarettes. Et c'est aussi une condamnation et une critique sur la corruption des plus hautes instances. Toujours, c'est ça qui est intéressant. C'est comme Lupin, voilà. pareil. C'est exactement ça. Et c'est ça qui m'a aussi beaucoup plu. Donc c'est de Tomonori Inoue.
c'est chez Casterman. Il y a un seul tome pour l'instant, hein, Nico. Hein. Il y en a Ouais. un tome en cours. Le tome 2 sort le 21 août. J'ai juste devant les yeux. Donc ils prennent leur temps là. Hein. Oui, Pour j'étais un petit peu. Ouais, 21 août là. Bon, ok. Ok les amis, c'est ainsi que se terminent nos débats. Nos débats du mois. Mais c'est pas terminé. C'est l'heure du Totally Crazy. Maintenant, vous êtes pas là, vous voyez pas. On n'a pas filmé en plus l'intro. Kino va pas être content. Mais vous n'avez pas pu voir qu'en fait, c'est Nico maintenant qui prend les Totally Crazy en boisson. Je te copie. J'en prends plus là. Là, faut qu'on change ça le mois prochain. Donc c'est l'heure du Totally Crazy, l'instant où chaque mois nous vous faisons part de nos découvertes extra manga les plus folles. Et pendant que Nico réfléchit. J'ai trouvé. Il a trouvé, c'est beau. Je commence, Vas-y. autant que parce que là, tu viens de parler comme ça, les gens ils en ont marre de ta voix, ils vont entendre la mienne, et puis après la tienne, ça sera bien. Ma voix suave. Ah ouais, c'est ça. D'accord, Non, c'est Cassie. Kino ça. Ouais, c'est Kino, notre Barry White français. Bah vous savez quoi, je vais vous parler encore de March Comes In Like a Lion. Mais le mec, attends, il se foule pas, mais si. Parce que tout à l'heure, comme l'a dit Nico, il a glissé des petites informations. Il y a un anime qui est lui sorti en 2016 et qui était produit par le studio Shaft. Alors, le studio Shaft, c'est un très vieux studio qui date des années 75. Ils ont fait notamment les premiers animés de Doraemon. Donc c'est très vieux, c'est très vieux ce studio-là. Bon, c'est sûr qu'il a. Comme tous les studios au Japon s'entraident un peu, il a travaillé un peu avec Madhouse, il a travaillé avec les gros trucs qu'on connaît maintenant, mais il est surtout connu parce que son heure de gloire est arrivée en 2015 avec la série dont on n'a jamais parlé, tu la connais Nico, qui s'appelle Bakemonogatari. Oui, d'ailleurs, qui arrive enfin en France. Voilà. Mais les Bakemonogatari, il y en a une flopée. T'as vu ? Et celui qui va arriver, ça va te faire plaisir. C'est Ito Ogure qui le fait. Ouais. Auteur d'Enfer et Paradis, de Air Gear. Donc, si vous aimez les Non, gros seins, si non, vous c'est aimez pas les moi, petites ça. culottes, C'est je Nico sais, qui mais le non, vient. bien sûr, Ah, c'est c'est pas pour toi, c'est ironique. ironique. Mais oui, c'est ça. Et en fait, ça va être l'auteur de Air Gear et de Enfer et Paradis qui D'accord. va faire son Bakemonogatari qui arrive chez Kazé. Et donc, j'ai le service de presse, je ne l'ai pas encore lu, donc je vous dirai s'il est bien. Ah bah moi je vais lire. Ça Mais je te le filerai, il n'y a pas de problème. 2 saisons de 22 épisodes quand même. Hein. Donc excusez-moi, je ferme Studio Shaft, vous avez compris ce que c'est. Maintenant je reviens à March Comes In Like a Lion. C'est une série en 2 saisons de 22 épisodes. Et en fait, comme souvent dans des mangas un peu shoujoesques, pour moi en tout cas, ça passe beaucoup mieux en animé. Et là encore une fois, c'est le cas. Tous les petits trucs dont on parlait tout à l'heure, les classes surremplies, ça marche beaucoup mieux parce que tu as 24 images secondes, donc du coup il se passe là, tu as 24 cases, on va dire, on peut dire ça comme ça, à la seconde, donc du coup tu as le temps de faire plusieurs choses, tu vois, tu sens pas la surcharge. Et limite, si tu n'as pas envie de t'attarder trop sur les blagues, c'est pas grave, tu rates rien de toute façon. Mais pour moi, ce qui est vraiment la réussite, et c'est dans tous les cas, c'est toujours comme ça pour moi, c'est quand l'anime ne s'arrête pas, comment dirais-je, ne fait pas que copier le matériau de base. Là, ils vont beaucoup plus loin, surtout au niveau graphique. Je sais pas si tu as vu, mais tu as un effet justement canson, comme si tous les dessins des décors étaient dessinés sur du papier canson. C'est de toute beauté. Et puis tout à l'heure, je vous parlais du réalisme poétique. Son pendant dans la peinture, c'est l'expressionnisme allemand, on va dire ça, où les décors représentent ce que ressentent les personnages. Et là, c'est exactement ça. T'as vraiment le soleil, notamment, que tu vois toujours le soleil qui est dessiné comme chez Munch, avec comme si des étoiles tournaient autour du soleil comme ça. Et tous les décors sont comme ça. Et ça marche super bien, c'est super beau. Donc ça c'est pour le côté graphique, pour moi ça marche vachement bien. Et pour le shogi, parce que tu te dis, là ils te mettent des pavés entre tous les 2 chapitres pour t'expliquer comment, l'histoire du shogi, l'univers du shogi. Là ce qui est super bien, surtout pour les enfants, c'est que à la fin, 10 minutes avant la fin de l'épisode, ah bah oui attendez parce que je vous ai mis en plus, 10 minutes avant la fin de votre épisode, tu as ça. Écoutez les enfants. Oh, tu pourrais meubler un peu, hein, Nico. Hein. Alors, tout à l'heure, justement, tu disais que... Et on l'a. Écoutez-moi cette chanson. Allez. Vous avez une chanson un peu débilisante comme ça, gna 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 nogi machin. Qui si vous n'êtes pas complètement débile, va vous apprendre avec des petits chats qui dansent quels sont les mouvements que font chacun des pions du shogi.
parce que c'est un peu comme quand on parlait des échecs tout à l'heure. Il y a des mouvements, voilà, le roi va bouger de telle façon, le fou, c'est pas la même chose, va bouger de telle façon, la reine, machin. Et donc ça vous apprend ça en chanson, et ça vous l'avez dans chaque épisode, comme je vous dis, 10 minutes avant la fin. Donc ça, pour le coup, ça marche plutôt bien. Puis moi, je commence à comprendre les règles du shogi, donc c'est pour le coup, moi qui suis pas du tout joueur de shogi ni d'échecs, voilà, ça marche bien, ça rentre bien dans la tête. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur l'anime. Si vous n'avez pas envie de lire le manga, qui est somme toute bon, l'anime est encore pour moi est au-dessus de ce que j'ai vu pour l'instant. En tout cas, j'ai vu une dizaine d'épisodes, ça marche super bien. Nico, c'est ce que je te disais quand tu parlais tout à l'heure. Tu m'avais dit très justement que j'avais été moyennement sur le manga. Ouais. Et c'était ce que j'avais expliqué à l'époque. Il y avait l'animé, et l'animé est tellement bon, justement, couvre toutes ces entre guillemets lacunes. Comme je dis souvent, il y a souvent des mangas qui sont vraiment faits pour être en animé et très peu être en livre. On est d'accord. Tu lis en livre, ça tombe un peu à l'eau, il manque soit la musique, soit l'ambiance, soit le mouvement, il manque quelque chose qui te donne ou la pêche. Et ben là-dedans, c'est exactement ça. En plus, comme il récupère ces 3 univers, ces 3 ambiances, avec ce bruitage, ce découpage, tu l'as dit, un peu pastel et compagnie sur ses enfants, sur ces effets un peu... Les décors sont magnifiques. Des fois que ça fait un peu enfantin par moment, où tu dis le côté, mais en fait, ça marche génial. Et ben c'est un peu le côté shoujo, côté shonen, côté seinen, tout est mélangé, mais cette création d'aplats en images, de mouvements et autres, ça marche du feu de Dieu. C'est pour ça que j'ai préféré l'anime à la version livre. C'est pour ça que sur le coup, j'ai été moyen sur le livre, mais le livre est pas mal. Lisez-le quand même. L'avantage du livre, c'est que... 14 tomes, hein. Il y en a combien en France ? 12. C'est pas très long, c'est bien, c'est des moments posés où vous pouvez reprendre les images, En fait, le livre vous apporte le temps, le moment posé, la contemplation que vous n'avez pas forcément dans l'anime, parce que l'anime, vous avez un rythme qui est suivi, vous le subissez du fait que vous regardez des images, vous vivez avec. Tandis que le livre, tu peux le prendre à n'importe quel moment. Ça n'a pas ce retour en arrière que tu dois faire pour essayer de regarder. Là, tu peux profiter. Et c'est ça qui est fort dans le livre. C'est ça que j'aime beaucoup. Ouais. C'est le côté contemplation, que le côté posé, qu'on peut prendre à son rythme. Comme vous le savez, à part Inès, dans le podcast, on n'est pas très anime. Là, voilà, comme on le dit, c'est assez rare, mais oui, l'anime, on est d'accord, l'anime est au-dessus du manga, donc vous pouvez y aller. Donc c'est disponible sur Wakanim et sur Netflix. Voilà, donc vous pouvez le voir sur ces deux plateformes légalement. À ton tour, Nico, de quoi tu vas nous parler ? Parce que je sais même pas de quoi tu vas nous parler. Je vais vous parler d'un truc. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas lu. On va dire comment il peut parler d'un truc qu'il n'a pas lu. En fait, je vais plutôt vous parler de tout ce qu'il y a autour et ce que c'est. Ok. Berserk, tome 40, vient de sortir. Ouais, je l'avais acheté quand j'étais au Japon. Ah, le Messie. Pour l'acheter en français maintenant. Les amis, le Messie est arrivé. Tu l'as lu ? Je suis fan. Je ne l'ai pas encore parce qu'il est sorti hier, mais j'ai pas encore eu le temps de le lire, donc non. Ouais. Et par contre, alors j'ai une déception. C'est le grammage du papier. Le livre est hyper fin. Ah ouais ? Vous voyez tous les berserks qui sont bien épais sur le truc. Que j'ai acheté au Japon, c'est le même. Hein. Voilà, ben là il est tout fin. Mais il est fin. Oh, la vache. Quand tu vas voir, il est tout fin. Tu dis, il y a le même nombre de pages, c'est quoi cette histoire ? Et même j'ai encore tout... Jusqu'à présent, avec 90% des ventes que j'ai fait sur Berserk, et dites-vous que j'en fais beaucoup, on m'a fait la réflexion, hey, c'est moins ou il est plus fin qu'avant ? Oui, c'est pas foulé. Ah bah que le temps qu'il a sorti le bouquin, il a pas beaucoup dessiné, etc., etc., etc. Donc non, il a le même nombre de pages, mais il est beaucoup plus fin. Sinon, c'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler du roman. Mais oui, le qui est sorti fameux avec. roman qui est sorti avec. Oui. Alors, je l'avais préparé, mais j'ai oublié le nom. C'est fait sur un des apôtres, celui qui devient un dragon qui combat pendant la période où il se retrouve dans la forêt avec l'armure du berserk. C'est pas un spoil, c'est un spoil pour certains, mais pas pour d'autres si vous avez lu le truc. C'est à ce moment-là, donc ça se passe bien avant. Si vous êtes à jour, vous avez compris. Je ne vous dis pas pourquoi, où, comment, quoi qu'est-ce. Donc comme ça, vous allez le lire, vous allez découvrir. Et il y avait ce fameux apôtre en forme un peu dragon. Et ben c'est sur ce personnage. On sait que dans le manga, super carapace, un super. Voilà. Dans le manga, on sait que ça a été un des plus grands guerriers du royaume qui pendant 10 ans a protégé le royaume. Mais qui est ce personnage ? Comment il est devenu apôtre ? Comment est arrivée sa vie ? Et ben tout ça, c'est un roman. Les gens, alors. Je vous le dis tout de suite, moi c'est le genre de choses qui m'agace au possible, que j'ai juste envie de mettre des tartes parce que ça m'énerve, mais comme vous pouvez pas vous imaginer, sur l'auteur de Hunter ou l'auteur de Berserk, ils sont lents, ils mettent leur temps. Quand on a déjà parlé, mais entre-temps ils font l'animé, entre-temps ils font le jeu. Voilà, c'est ça.
Pour l'auteur de Berserk, l'auteur a mis effectivement presque 4 ans pour sortir 3 tomes. Alors pour certains, c'est beaucoup, quoi. C'est bon, il est lent, il est feignant, machin. Ouais, t'as vu Je le vous dessin rappelle que déjà le dessin. Trouvez-moi un auteur qui fasse un dessin aussi bon et qui fasse aussi surdétaillé. plus rapide que lui. Alors moi je cherche toujours. Le côté où il a participé sur l'anime. Et quand je dis qu'il participe, il vient bosser, il traite dessus, il est vraiment un travail. Il n'est pas juste à dire je valide, démerdez-vous. Non, il est derrière. Le contrat qu'il a lui permet de dire même si demain Guts il est bleu à pois rouge avec des oreilles de Mickey, on le fera. Donc le mec il surveille tout, il regarde tout, il décide tout, il est derrière tout. Il a fait le jeu vidéo, il a travaillé dessus, sur les bruitages, les voix, les décisions des armes et compagnie. Tout a été décidé et il a travaillé sur le roman. Il a été aidé par un auteur, mais il a travaillé depuis des années à l'écriture lui-même dessus. C'est un bosseur de malade. Donc dites-vous que s'il en a fait un, j'espère et je suppute qu'il y en aura d'autres. Parce qu'il y a d'autres apôtres. Rappelez-vous le Centaure, rappelez-vous, voilà, je pourrais en citer d'autres. Le Godens, Mais voilà, vous en avez tellement. Donc je pense qu'à un moment, peut-être, et ça serait vraiment cool, qu'ils nous sortent d'autres romans. Et le roman est un one-shot. Donc il y a un roman, il est en un tome, c'est fini. Donc c'est ça qui est cool. Et il est sorti en même format que les tailles des Berserk, comme l'ont fait pour One Piece et pour Naruto. Ils ont sorti le format manga. Et ça, je trouve extrêmement intelligent. Bah oui, c'est très bien. Oui. Et puis pour le tome 39, ils avaient sorti un guide. Le guide qui était sorti avec, tout à fait. Ouais, c'est pour ça que c'est un auteur de malade. Donc, pensez qu'à chaque fois que vous me dites qu'il est staffeignant, j'ai juste envie de prendre une batte à clous et venir. Vous n'avez pas été violent, ça y est, vous l'avez énervé. Voilà. Donc c'est non, parce que je l'entends, mais un nombre incalculable de fois. Je vous assure, chaque fois qu'un Berserk, qu'un Hunter sort, j'ai le droit à ça. Dites-vous que ce soit un Hunter comme Berserk, les mecs, ils sortent en moyenne. Sauf parce que le mec il a envoyé bouler les éditeurs parce qu'il en avait marre ou un truc comme ça, ou parce qu'il s'est fait insulter, il a dit bah, c'est comme ça, vous verrez plus de manga avant très longtemps. Généralement, ces auteurs-là sortent un manga tous les 8 mois. Ce qui veut dire que si vous avez de la chance, vous avez 2 dans une année. Si vous n'avez pas de chance, vous n'en avez qu'un seul. Ouais. Donc, un peu de patience et ça arrivera. Dites-vous que par exemple, l'auteur de Berserk a perdu pendant 6 ans ses droits. 6 ans, il n'a pas pu avoir ses droits, il les a perdus. Il s'est fait voler ses droits. Quand il y a eu la version des premiers dessins animés, ça s'arrête au moment du sabbat. Pourquoi ? Parce qu'il avait plus ses droits, il n'a plus rien fait, donc il avait fait pendant 6 ans. Donc si vous rajoutez 6 ans là-dedans dans ce cumul, ça veut dire que là, techniquement, on est en 2019, en 2013, on aurait dû avoir le tome 40, techniquement. Donc vous vous dites quand même, finalement, il a été productif, il en a fait, et il continue à en faire. Très bien. Ok, donc n'oubliez pas le roman de Berserk, qu'on trouve aussi donc chez Atout Manga. Et c'est ainsi que le rideau du Harukia Full Manga Café se referme en espérant vous retrouver le mois prochain pour plus de manga, de manhwa, et cette fois-ci pour de vrai, parce qu'on a triché ce mois-ci sans faire exprès, et de Global Manga. Comme vous aimez le podcast, parce qu'on me dit pourquoi tu dis si vous aimez le podcast, comme vous aimez le podcast, n'oubliez pas de continuer à nous écouter. Continuez à nous écouter et à vous abonner sur iTunes, YouTube, manga, podcast Vor ou je sais plus quoi, podcast Castbox, etc. Continuez et puis voilà, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à nous en faire part sur l'Instagram ou le Facebook ou le Twitter, même si on est moins actif sur ce dernier, ou simplement par mail sur harukiacafé@gmail.com, ou si vous passez en magasin à Atout Manga. Vous verrez Nico, vous pourrez le dire, et pourri votre podcast. Voilà, ça fait toujours plaisir, c'est constructif. Voilà. Et puis on termine par les remerciements, comme d'hab, du Kensington Café, qui continue à nous gentiment, gracieusement nous accueillir. 12 rue de la Faïencerie à Nancy. Bien sûr, Atout Manga. Atout Manga, 8 cours des Arts à Nancy aussi. Le Manga Shop, qui fleure la passion et le bon son, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. Et Haute Show Production, comme ça on continue les allitérations, pour la mise à disposition technique, www.hauteshowprod.com. Et on vous dit... Ah non, pas encore. Ah non, oh la vache. Vas-y. Moi j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de voir qui va écouter jusqu'au bout. C'est pour ça que j'ai attendu le dernier moment pour dire un truc. J'adore faire des trucs comme ça. Vas-y. Alors j'aimerais vraiment... Vous êtes quelques-uns à nous écouter, je vais pas dire nombreux parce que forcément on n'est pas encore aux milliers d'écoutes et compagnie, et qu'on grandit et qu'on fait ça. Le podcast c'est une niche de toute façon. Voilà, et c'est une niche et on est là pour s'amuser. Mais peut-être que vous avez envie un jour d'entendre parler d'un manga que vous avez aimé ou détesté. Et moi ce que j'ai envie, c'est de vous demander un truc. Amusez-vous à nous proposer un bouquin
Et là, si on l'a ou qu'on peut l'avoir, je vous promets, je le fais lire à tous mes collègues et on en parlera. Soit vous me verrez rager, soit vous verrez Kino se demander pourquoi il a lu ça, soit vous verrez San à se demander mon Dieu pourquoi vous me faites lire ça. Mais tous les styles, demandez. Ce qui serait bien, c'est que justement, il y a des fois où on ne peut pas parler de tout ou pas parler de la même chose comme on veut, ou des fois on peut en oublier, ou des fois il y a des perles qu'on peut passer complètement à côté. Moi j'aimerais vraiment que si demain vous dites il y a un manga qui m'a tellement touché et je voudrais que vous en parliez, où j'ai trouvé tellement merdique que j'aimerais justement de dire non mais n'achetez pas ça parce que vraiment c'est mauvais pour x, y raison, et peut-être que nous on va vous dire bah t'as eu raison parce que c'est mauvais pour ça, ou te dire ah non c'était bon pour ça et t'as pas pensé à ça. Donc n'hésitez pas, moi j'ai envie vraiment de s'amuser à ça, donc proposez-nous des livres à lire et on regardera, et si c'est intéressant ben on pourra en prendre un et en lire de temps en temps. Et moi j'en reviens imposer ça à San et à Kino. Donc c'était le petit appel. On a déjà quelques mangas qui nous sont imposés chaque mois, voilà. Oui, par mois. Ouais, non, oui, pas que par toi. Oui, et par Inès. Nous deux on s'amuse. Elle a des goûts un peu questions. Ouais. Ok, eh bien on vous dit, j'allais le dire, hein, on vous dit au mois prochain en attendant vos éventuelles participations. Amusez-vous bien et surtout bonne lecture. Ciao. Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir?